j'ai vu tous les podcasts sur le sport. Peu importe le podcast, peu importe les intervenants, à chaque fois quand on demande qu'est-ce que c'est un bon coach, à chaque fois, moi j'entends, c'est un bon communicant. Et c'est quelqu'un qui soigne la relation, la communication avec ses athlètes. Et toi, tu viens de le dire, c'est de mieux communiquer. Moi, je me demande qu'est-ce que c'est mieux communiquer. Le combat, c'est pas de corriger la personne la première fois que tu les rencontres. C'est pas lors de la première interaction que tu vas leur expliquer que c'est pas en faisant des abdos qu'on va perdre le gras du ventre, etc. Je veux que la personne, elle soit engagée dans le processus. Ça, c'est le plus important pour atteindre un quelconque objectif. Donc moi, je m'en fous d'avoir raison au départ. Plus tu peux poser les bonnes questions à la personne, et mieux tu pourras la prendre en charge si on parle de programmation d'endurance par exemple, parce que tu comprendras son contexte. Et en fait, il n'y a que le contexte qui compte. Après, c'est des principes, c'est comment les appliquer, c'est de la prise de décision. Mais concrètement, il y a la personne en face de toi et c'est ça qui compte le plus. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Upside Strength. Aujourd'hui, un podcast un petit peu spécial. Je suis en compagnie d'Angelina. Comment tu vas, Angelina ? Écoute, super bien. Très content d'être là. Très content d'être là aussi avec toi. On s'est croisés aux Rencontres de la Performance à Paris. Merci Julien et toute son équipe pour ce super événement. Coucou Julien. C'est ça. Et on a discuté un petit peu. On va faire un podcast ensemble où c'est moi qui t'interviewe parce que tu as plein de choses intéressantes à dire et tu voulais aussi, tu avais des questions à me poser et on s'est dit pourquoi pas faire un podcast inversé. Donc en gros, c'est toi qui vas mener l'interview aujourd'hui avec moi. Aujourd'hui, ouais. Et ultérieurement, on refera un épisode ensemble où on inversera le les match rôles. Le match retour, c'est un peu plus clair. C'est ça. Voilà, c'est le match aller. On fera le match retour par la suite. Angelina, pour ceux qui ne te connaissent pas encore et pour poser un petit peu le cadre, est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais, s'il te plaît ? Oui, avec plaisir. Mais avant tout, je tiens vraiment à te remercier non seulement d'avoir initié l'échange, mais aussi de l'avoir accepté. Parce que je me suis dit, a posteriori, c'est quand même de l'inconnu pour toi. Enfin, en général, les linguistes, on ne sait pas trop ce que c'est. Au mieux, ce sont des gens qui ont plein de choses, anecdotes intéressantes sur les mots, sur l'étymologie des expressions. Au pire, on est des grammaires ambulantes, je pense. Donc, moi, je te rassure, je ne suis ni l'un ni l'autre. Donc, pour me présenter très brièvement, je suis enseignante-chercheuse à l'Université de Paris-Cité depuis déjà une bonne dizaine d'années. Et l'appellation plus noble de mon métier, c'est maître de conférences en sciences du langage, en linguistique. Et ma spécialité, c'est la sémantique lexicale, c'est-à-dire l'étude scientifique des mots, leur analyse en discours. Et depuis maintenant pas mal d'années, mon terrain de recherche et d'observation, c'est le coaching sportif, c'est les salles de type CrossFit. Mais c'est surtout le langage des préparateurs physiques, des coachs, des entraîneurs, dans dans toutes les dimensions que ça peut avoir, aussi bien le côté instructionnel, comment guider le corps dans l'espace, dans le mouvement, de l'apprentissage des nouveaux mouvements, mais aussi l'aspect motivationnel, engagement, enfin voilà, tout ça. Magnifique. Et donc voilà. Et donc aujourd'hui, on va pas du tout parler de moi. Mais plutôt de toi et encore une fois un grand merci d'avoir accepté cette part d'inconnu dans ton métier et dans ton podcast. Ouais, c'est un plaisir. Je pense que c'est toujours, enfin, le podcast, la base, c'est l'échange et j'ai tellement appris de tous les épisodes que j'ai pu faire sur le podcast, que ce soit mon podcast ou d'autres podcasts. Et c'est intéressant pour moi aussi de sortir un petit peu du cadre habituel des questions qu'on me pose sur l'entraînement, l'endurance, la zone 2. Je veux dire, je m'en lasse pas parce que c'est toujours des répétitions et c'est toujours essayer de trouver une meilleure analogie, une meilleure histoire. Mais c'est vrai qu'il y a plein de choses en dehors de l'entraînement et de mes spécialités qui m'intéressent. Et donc, j'adore sortir un petit peu de ce cadre-là. Et je me suis dit, avec toi, c'est un champ qui est super intéressant, qui m'intéresse beaucoup et donc d'explorer un petit peu ça de manière, comme tu l'as dit, explorer cet inconnu avec toi, je me suis dit que ce serait sympa. Et puis, pourquoi pas le partager, je veux dire, c'est comme ça qu'on apprend. Donc, alors, toi, tu dis sortir, peut-être tu vas sortir de ta zone de confort. Moi, j'ai presque envie de te dire qu'au contraire, on va rentrer au cœur de ce que c'est pour moi le coaching, parce que c'est vrai que souvent, on va dire, quand on pense coaching, on est tout de suite dans la planification, les domaines de spécialité de tout un chacun, les appétences des uns et des autres. On dit que le coach, il a l'œil, donc il sait corriger, il sait détecter des choses, il voit. Alors que pour moi, le coach, c'est
beaucoup, mais alors vraiment, pour moi, hein, avec un regard externe que j'ai, c'est un être de parole, en fait. Vous êtes tout le temps dans le parole et dans le verbal. Mais enfin, on en discutera. J'aimerais bien justement avoir ton avis sur ton vécu un peu réflexif aussi sur ton expérience. Parce que mais vraiment, depuis que j'observe et je discute aussi avec des coachs, j'ai l'impression qu'un coach, c'est surtout un être de parole, vraiment. Et de mon point de vue, nous les humains, enfin, le corps et le langage, ce sont deux choses qui nous définissent. On est fait pour être en mouvement. L'évolution d'un être humain, elle est magnifique. Elle est faite aussi pour qu'on soit aussi des êtres de parole. Mais bon, peut-être que ça serait une autre discussion. Mais pour rentrer dans le vif du sujet, aujourd'hui, on va plus aborder la communication du coach. Alors, communication, pas au sens très très large. On va quand même recentrer un peu. Je te propose de travailler sur communication professionnelle, le coaching dans toutes ses dimensions en tant que communication professionnelle. Mais avant de commencer, qu'est-ce que pour toi la communication euh, quelle est la part que tu y consacres en tant que professionnel à y réfléchir, à la construire, à la travailler? Parce que je ne sais pas si tu connais, on dit souvent que, et je ne sais pas si tu serais d'accord, on dit souvent qu'on ne peut pas ne pas communiquer. Même quand on se tait, on communique. Pour certains, hein, moi je suis pas tout à fait d'accord, mais quel est ton sentiment par rapport à ça dans le cadre de ton exercice? Une chose qu'on m'a dit assez tôt, c'est que t'es pas dans le business du fitness, t'es dans le business de l'humain. Déjà, tu Mhm. traites avec des humains au quotidien et c'est ça en fait que tu fais comme métier. C'est un métier de service Oui. et comme tu l'as dit, il y a à mon avis cette interaction ou cette transaction verbale qui est nécessaire pour amener la personne au final à atteindre ses objectifs, quels qu'ils soient. Et je pense que, comme tu l'as dit, le langage, c'est ce qui nous lie en tant qu'humains. Euh, je, Mhm. je m'intéresse, enfin depuis très longtemps, je trouve que l'intersection des idées, elle est fascinante, plus que les idées en elles-mêmes et plus que des domaines, on va dire, très restreints ou restrictifs. Je trouve que au milieu, les zones grises, c'est là où il y a plein de choses magiques qui se passent. Oui. Et je pense que pour moi, la communication, c'est cette zone grise magique entre deux êtres humains. Parce que Ah. c'est l'interaction entre les deux et je le vois presque un peu comme le liant en fait d'un être à l'autre. Il y a cette Mhm. communication et ça crée ce lien. Et après, avec tout ce qui va avec, il y a le langage, il y a les sons qui vont avec forcément. Il y a le non-verbal aussi, dont on parle pas mal en coaching, donc le fait de savoir observer, le fait de savoir prendre des informations, même si on ne te les donne pas volontairement. Mhm. Et donc il y a toute cette part d'analyse qui, euh, qui se passe en fait constamment en background. Parce que je pense que pour moi, la psychologie humaine, elle est extrêmement Oui. importante en coaching. Et c'est un sujet dans lequel je me suis plongé il y a quelques années. Et j'y ai passé quelques années et je trouve ça absolument fascinant. Et ça m'a beaucoup enseigné sur comment mieux faire mon métier et comment mieux comprendre les gens. Je pense que les gens sont pas tous pareils. Chacun est unique. Chacun vient avec un bagage de vie. Chacun vient avec un bagage de personnalité, de traits de personnalité, de prédisposition, quelle qu'elle soit. Et ça, si tu arrives à mieux l'envisager, tu vas mieux pouvoir répondre aux questions, tu vas mieux pouvoir diriger, tu vas mieux pouvoir orienter, tu vas mieux pouvoir encourager. Donc, savoir Mhm. lire en fait la personne et ensuite faire un petit peu le caméléon et savoir comment orienter la conversation. Je prends un exemple très simple. Oui. Quand je coach un groupe de joueurs de rugby, quand j'ai les 40 bonhommes de deux équipes seniors dans une équipe de rugby amateur, je parle pas la même chose que quand je vois pour la première fois un client qui peut-être est d'un statut socio-économique très élevé. J'ai été appelé pour faire un test avec lui, par exemple. Et donc, la manière dont je vais me présenter, la manière dont je vais me comporter va Mhm. être très différente entre ces deux situations. Le but étant le même, c'est faire mon travail, c'est aider les gens à s'améliorer. Et après, selon le contexte, forcément, il y a des différences en termes d'objectifs. Mais je pense qu'il y a une grande part de lecture de la part du coach
et ensuite de positionnement et de posture et de type de communication selon la personne qui est en face. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais j'ai Ah oui, essayé. oui, absolument. Tu réponds, mais moi, j'ai envie de creuser, bien évidemment. Et c'est très, très riche, ce que tu dis. Alors, première chose que j'ai envie de savoir, parce que tu as bien fait le distinguo entre le verbal, le non-verbal, hein. Et tu as dit que tu as eu des formations justement pour aiguiser un tout petit peu cet œil de l'observateur, d'aller faire à l'autre pour vérifier des hypothèses, pour avoir en tout cas un moyen d'aller chercher des informations dont on a besoin pour ajuster éventuellement l'entraînement, ou, enfin ce que tu cherches à faire. Mais est-ce que tu penses qu'on fait la même chose? On pourrait faire la même chose du côté pour le verbal. Parce que quand tu dis on est tous des individus, ça c'est sûr, on est unique, on a des trajectoires qui sont uniques, mais en même temps, dans un second temps, tu dis tout de suite que tu les insères quand même dans des pas des schémas, mais des patterns en tout cas, dans des catégories socio-professionnelles, dans des parcours, qui sont autant de choses qui te donnent des éléments d'explication. C'est-à-dire, tu as essayé de capter le contexte, si je comprends bien. Et donc, quand tu vas essayer d'engager une conversation cette fois-ci, parce que ça, tu le captes par le verbal, par l'échange, est-ce que tu penses donc qu'on peut travailler aussi cet outil-là de prise pas de température, mais enfin, façon de dire, mais tu prends la température de l'autre pour aller chercher ce dont tu as besoin en termes de compréhension, d'éléments contextuels ou autres. Absolument. Et pour ça, je trouve que les premières interactions avec quelqu'un, elles sont vraiment très, très intéressantes. À quoi ça tient? Ça tient déjà, il y a plusieurs facettes, je pense. La première facette, c'est que tu n'as qu'une seule chance de faire une première bonne impression. Ou Ok, une bonne première impression. c'est vrai. Et donc, il y a ce paramètre à prendre en compte. Et donc, en fait, le poids, pour moi, le poids des interactions commence ici avec la première. Et ensuite, on va dire que ça descend de manière un petit peu, pas exponentielle, mais ça va venir s'aplatir au fur et à mesure en termes du poids de l'échange. Je pense que le premier échange, il est super important. Et donc, dès la première interaction, savoir situer la personne au mieux, et forcément tu commences avec l'infinité de possibilités. À chaque fois que la personne te dit un mot ou une phrase, tu vas resserrer, ok, cette personne elle est à peu près comme ça, ok, elle est à peu près comme ça, ah non, elle est plutôt par là, et en fait tu vas resserrer, et donc Tu affines, quoi. tu affines au fur et à mesure des échanges. Et en gros, oui, savoir, tu l'as dit, catégoriser, et pas de manière, on va dire mécanique, mais vraiment de manière Non, juste par curiosité. Je pense que par curiosité et compréhension, oui, il par faut compréhension, comprendre, oui. et je pense que ça fait partie de notre métier, parce que si tu comprends mieux la personne, si tu cernes mieux la personne et que tu peux mieux communiquer avec elle, tu peux mieux te positionner vis-à-vis d'elle dans ce que tu vas lui proposer, je pense que tu peux avoir de meilleurs résultats avec la personne. Et ça, je pense que indépendamment de la qualité de la programmation, des exercices choisis et de l'accompagnement, je pense que cette part d'échange et cette part de communication, elle fait partie intégrante de la réussite en fait du développement de la personne. Et d'ailleurs, on le dit, hein, des fois le courant il passe pas, ce qui est un terme Ah, que j'adore. Le courant il passe pas, mhm. parce que c'est un courant en fait. Il y a une Oui, énergie qui est il y a une échangée, connexion, en il y a une effet. connexion, Mm. et on revient à cette idée de ce flux d'interaction verbale, non verbale entre les deux personnes, et arriver à faire en sorte qu'il y ait une cohérence entre ces deux individus, et dans leur communication et dans leur manière de penser. Je vais pas faire les mêmes blagues, je vais pas parler des mêmes sujets selon la personne que j'ai en face de moi. Et donc pour moi, c'est très très important, surtout au début. Mhm. Ça permet de ensuite mieux faire mon travail, et ça, je pense que c'est quelque chose à garder sur le long terme et de continuellement travailler. Et oui, pour répondre directement à ta question, je pense qu'il y a plein de choses qu'on arrive à apprendre du langage de la personne. Par exemple, la manière dont elle s'exprime vis-à-vis de ses objectifs, qui nous informe en partie sur qu'est-ce qu'elle comprend de qu'est-ce qu'elle doit faire. Et est-ce qu'il y a des pensées qui sont peut-être erronées, ce qui n'est pas un problème à mon avis, parce que ça, c'est des choses qu'on peut aborder plus tard, mais arriver à avoir sa perspective. Et ça, c'est super, super important, parce qu'encore une fois, ça te permet de, entre guillemets, vendre ce que tu proposes de manière plus pertinente. Mhm. Et surtout si tu peux utiliser leur langage.
Ça, c'est quelque chose que j'ai appris dans des contenus sur la vente il y a très très longtemps. En gros, c'est utiliser le langage de la personne pour communiquer avec elle. En gros, se mettre à leur niveau, pas qu'il y ait un haut ou un bas niveau, mais juste se mettre peut-être sur la même longueur d'onde justement, et montrer que tu comprends les termes qu'ils utilisent, montrer que tu vas vraiment écouter avec intention en fait, c'est ça. Je reviens à ce mot curiosité. Pour moi, la curiosité, c'est pour moi le moteur d'apprentissage, et ça va être le moteur aussi d'apprendre à mieux connaître la personne que tu as en face de toi. Donc c'est pas malsain, c'est vraiment bienveillant. Je reviens à la curiosité et je m'arrête là-dessus. Je pense que c'est peut-être une des qualités les plus importantes à avoir si on veut vraiment approfondir les choses du point de vue échange et du point de vue communication. Merci d'écouter ce podcast. Si ça t'intéresse d'entendre plus d'échanges sur des sujets autres que l'endurance, n'hésite surtout pas à me recommander comme invité sur d'autres podcasts que tu écoutes peut-être déjà et qui couvriraient des sujets en dehors de l'endurance que je traite assez fréquemment. Mais cette conversation avec Angelina est super intéressante, donc sans attendre, on y retourne. Très bien. Alors, de ce que tu viens de te dire, encore une fois, à chaque fois quand tu parles, moi, ça me fait plein de connexions. Malheureusement, on aura autre chose à faire. Mais je rebondis sur deux choses plus spécifiques, pour creuser un peu. Tu as dit, afin de mieux communiquer. Depuis que alors, je te l'avais dit, lors des rencontres, je pense que j'ai fini YouTube, hein. J'ai vu tous les podcasts sur le sport. Qu'est-ce que c'est un beau coach? À chaque fois quand on demande, peu importe le podcast, peu importe les intervenants, à chaque fois quand on demande, et c'est quelque chose qui me fait sourire qui me fait sourire pas du tout dans le sens péjoratif, hein. Mais quand on demande à quelqu'un qu'est-ce que c'est un beau coach, à chaque fois, moi j'entends une seule et unique réponse. Alors elle est formulée différemment, mais ça revient au même. C'est un bon communicant, et c'est quelqu'un qui soigne la relation, la communication avec ses athlètes. Et toi, tu viens de le dire, c'est de mieux communiquer. Moi, je me demande qu'est-ce que c'est mieux communiquer. Comment tu sais que tu communiques mieux? Parce que tu te fais mieux comprendre. Parce que tu arrives à... Vas-y. Quand tu dis tu te fais mieux comprendre, c'est presque légèrement, ou en tout cas c'est comme ça que c'est un chouïa provocateur, hein, ce que je vais dire, hein. C'est presque en contradiction avec ce que tu viens de dire juste avant. C'est-à-dire, tu te mets au diapason avec les autres, tu utilises leur langage. Donc, ton but finalement, c'est de faire comprendre ce que toi tu veux dire, ou de le dire avec les mots des autres. Donc là, attention. Ou est-ce que tu te mets à leur niveau de langage, c'est-à-dire tu t'appropries le sens que eux ils comprennent pour te mouler dans un autre. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Comment tu sens? Parce que ce sont des choses qu'on sent. Est-ce que j'impose mon type de langage, mes formulations, ma façon de dire? C'est vraiment une façon de dire. Ou est-ce que je glisse plutôt vers un autre registre, celui de mon interlocuteur, parce que il a besoin, parce que peut-être il n'a pas les mêmes connaissances déjà, évidemment. Comment tu sens ça? Je pense que ça dépend, et je vais contextualiser parce que ça dépend, c'est Évidemment. nul comme réponse. Non. Ça dépend de la personne que tu as en face de toi. Et donc, je te donne deux exemples, on va dire, à chaque extrême du spectre de possibilités. Oui. Une personne qui a des connaissances très rudimentaires de l'entraînement, avec un langage qui peut-être est sous-optimal, non spécialiste, et qui a une compréhension qui est peut-être très floue, peut-être erronée de certains processus ou des besoins vraiment que cette personne aurait pour il faut que je fasse beaucoup d'abdos pour perdre du gras au ventre, par exemple. Il y a plein de choses à dire là-dessus, mais ça nous place dans un certain niveau de connaissance. Et de l'autre côté, il y a peut-être quelqu'un qui est déjà spécialiste dans un domaine du sport, et qui va en plus de ça avoir une connaissance assez large de la terminologie qu'on peut utiliser dans le sport au niveau technique, par exemple sur la physiologie. Et donc, je vais peut-être plus faire le caméléon avec le premier profil, de manière à ce que je dis, c'est clair. Et pour revenir à ce que tu disais avant, là où je me place par rapport à la personne, il y a la personne, il y a les objectifs de la personne,
il y a ce que la personne pense devoir faire pour atteindre ses objectifs, il y a le langage que la personne utilise pour s'exprimer vis-à-vis de ses objectifs et de ce qu'elle pense devoir faire pour y arriver. Mhm. Et moi, j'ai forcément ma perspective sur la personne en elle-même, ce qu'elle devrait vraiment faire pour atteindre ses objectifs. Et je vais essayer de trouver le juste milieu pour la tirer un petit peu dans ma direction, Ok. mais pas tout de suite. Ce que je veux dire par là, c'est que Tu es pédagogue, tu es gentil. parce que, mais en fait, c'est pas pour moi le combat, c'est pas d'avoir raison et c'est pas de corriger la personne la première fois que tu les rencontres. C'est pas lors de la première interaction que tu vas leur expliquer que c'est pas en faisant des abdos qu'on va perdre le gras du ventre, etc. Moi, si quelqu'un Qu'est-ce vient que vers tu ferais alors? ouais, si quelqu'un me dit ça, eh ben, je vais reprendre ce qu'elle m'a dit en termes d'objectifs, je vais les formaliser en termes de qu'est-ce qu'on va mettre en place en termes d'action qu'on va prendre Mhm. vis-à-vis de l'entraînement pour atteindre ses objectifs. Et je vais mettre une petite cerise sur le gâteau qui va être à la fin de chaque séance, on va faire 10-15 minutes d'abdos. Comme ça va pouvoir t'aider vraiment avec cette zone que tu as envie de travailler. Donc, je lui ai pas dit qu'il avait tort. Je lui ai pas non plus dit qu'il avait raison. Mais l'un dans l'autre, je veux que la personne, elle soit engagée dans le processus. Ça, c'est le plus important pour atteindre un quelconque objectif. Donc, moi, je m'en fous d'avoir raison au départ. Mhm. Et je pense que ça, pour moi, c'est le plus important avec ce profil-là. Si on a l'autre profil, je vais peut-être poser plus de questions sur qu'est-ce qu'ils veulent dire par X, Y terme. Parce que je veux pouvoir m'aligner ou peut-être, afin de mieux communiquer, il faut qu'on soit d'accord avec les définitions. Je pense qu'on n'a pas Ah, toujours les mêmes définitions d'un mot et ça peut mener à beaucoup de mésententes au final, des problèmes de communication parce que moi je dis un mot et ça veut dire quelque chose d'autre pour l'autre et excuse-moi, donc de façon complètement anecdotique, ouais, c'est pas une blague de linguiste, mais en gros, on dit souvent que quand on se dispute ou quand il y a des conflits entre les gens, c'est très, très, très rarement sur le fond des choses, c'est surtout sur la forme. Et ouais, en fait, entre linguistes, on le sait que à partir du moment où tu dis à l'autre, ouais, mais c'est pas comme ça que tu l'as dit, ou ne c'est pas comme ça que tu as dit, c'est mort, il faut lâcher. Parce ouais, qu'à partir de ce moment-là, il y a une espèce de bascule où le discours porte sur le discours. C'est mm, pas sur le fond. Sur le fond, on peut être d'accord, mais dès que tu bascules sur le discours, faut lâcher l'affaire. On est pour le paix dans le monde. ouais, Mais c'est exactement ce que tu dis. Il faut être d'accord sur les mêmes définitions, être dans une connaissance partagée, en fait. c'est ça. Et donc, selon le profil, on va dire novice ou alors très avancé, spécialiste, expert, eh ben, je vais orienter de telle ou telle manière. Après, il y a un champ de possibilités entre les deux. Mais je dirais que ça va être peut-être les deux extrêmes afin de caractériser un petit peu la manière à quel point je vais me morfondre au final dans la vision de la personne. Parce que dans le premier cas, j'ai besoin de plus d'engagement de la part de la personne. Dans le deuxième, on peut aller plus loin, on a déjà certainement une grande base commune de connaissances et de Oui. compréhension, et donc c'est pas forcément le même objectif au niveau de la communication qu'on va avoir non plus. Mais pour l'instant, quand on a abordé les communications, on a surtout, enfin, je sais pas si tu as remarqué, mais on parle toujours de toi par rapport à le profil, en fait, des personnes ou de la personne. À savoir, est-ce que déjà c'est un collectif ou un individu? Mais ces entités-là, ces interlocuteurs, déjà en soi, il y a énormément de choses dont il faut tenir compte. Alors on en tient compte de façon plus ou moins consciente. L'âge, le sexe, bien évidemment, la relation que vous avez, tu l'as dit très, très justement, est-ce que vous vous connaissez? La reconnaissance des pairs, si tu t'adresses à quelqu'un qui est professionnel, qui est un athlète confirmé, qui a autant de bagages, on va dire, scientifiques ou en tout cas disciplinaires, etc., etc. Mais il en a plein d'autres choses. Enfin, quand on est linguiste et quand on s'intéresse aux interactions, euh, il y a énormément de paramètres en fait qui jouent, et enfin qui sont autant des contraintes sur la façon de gérer une interaction. Euh, Ça peut être la modalité, à savoir est-ce qu'on est à distance, au téléphone, en visio, en présentiel. Ça peut être le temps, à quel moment. Alors il y a un temps intrinsèque, là on sait qu'on a à peu près 1 heure et demie, 2 heures de temps de parole, comment on va le gérer. Mm. Ou est-ce que c'est le matin, l'après-midi, moi je sais que le matin il faut pas me parler par exemple, pas avant le premier café. Je suis pas la seule, hein, je le sais. Après, il a l'espace. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on peut aborder n'importe où? Ça, c'est pas forcément le cas. Euh,
une situation de débrief post-match, perdu ou gagné, ne se passe pas au même endroit. Un accident ou une parole qui dépasse lors de l'entraînement, on y revient pas tout à fait dans le même cadre, etc., etc. Mais tout ça pour dire, est-ce que si on pense qu'une situation de communication et d'interaction, c'est vraiment un énorme, c'est un ensemble de paramètres parfois assez grossiers, enfin qui peut, espace, temps, profil, qui peuvent paraître grossiers alors que c'est des faisceaux de plein de choses qu'on traite au niveau cognitif vraiment de façon très très rapide, surtout quand on connaît l'autre. Mais j'y arrive donc à ma question. Est-ce que toi, qui es coach, formateur, tu fais des podcasts, enfin bref, tu as une expérience de plein de situations de communication, toujours liées à ton activité professionnelle. Est-ce qu'il y en a une où tu te sens vraiment bien, plus à l'aise que d'autres? Et à ton avis, à quoi c'est dû? C'est quoi l'aspect communicationnel préféré de toutes les situations de communication que tu aimes, enfin que tu pratiques, et quelle est celle que tu aimes le plus? Ou que tu te sens le plus à l'aise? Peut-être pas une question de préférence, mais où ça demande moins d'efforts. J'adore interagir avec des groupes de personnes. Ok, Je pense que ce soit dans un contexte de coaching de groupe ouais, ou coacher une équipe ouais. ou dans un contexte peut-être de conférence comme on a vu au Oui, rencontre de la absolument. performance. Oui. Euh, et je dirais que plus il y a d'interaction et mieux je me sens. Quand Mhm. c'est quand c'est unidirectionnel, j'aime moins. Quand c'est moi qui fais un monologue, par exemple la conférence aux rencontres où j'avais la scène, etc. Ça, tu t'es pas senti bien? Je me sens très bien, j'adore ça, Ouais, mais s'il y avait eu plus d'interaction durant ok. la conférence, et ça c'est aussi à moi de créer une meilleure conférence pour qu'il y ait plus d'interaction et plus de réactions et plus de questions peut-être pendant, etc. Donc ça, je le mets pas sur le public, je le mets sur moi. Mm. Mais par exemple, dans un contexte de coaching de groupe, comme j'étais au French le week-end dernier, Oui, j'ai pu coacher 2 petits workshops sur les ski erg, donc j'avais ouais, une dizaine de personnes avec moi pendant 45 minutes. C'est génial, j'adore ça. Je me sens ok. très très à l'aise. Je pense que j'arrive très bien à m'adapter à chaque personne et Ok. donc à m'aligner rapidement sur leur niveau de communication, leurs attentes, leur profil, etc. Parce que en fait, c'est un peu c'est un peu le niveau après l'interaction one-one. L'interaction one-one, tu as la personne en face de toi, il faut bien comprendre son contexte, il faut comprendre sa personnalité, il Mhm. faut comprendre ses objectifs. Et quand on a 10, eh ben, c'est 10 fois plus intéressant. Parce que Je m'attendais à difficile, mais tu dis intéressant. bah ouais, alors oui, plus difficile, mais plus intéressant parce que c'est un challenge. C'est un Ok, challenge de se dire est-ce que j'arrive à bien communiquer avec toutes ces personnes en même temps, malgré les contraintes de temps, malgré les contraintes d'espace, malgré les contraintes. Et ça mhm. j'adore. Je trouve ça super intéressant. Je le fais beaucoup moins qu'avant. Ah, Mais ok. quand j'ai l'opportunité de le faire, bah, tu vois le sourire un petit peu que j'ai là, Oui, 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 oui. ça m'a bien allumé la question et la réponse. Je le sens aussi. Et donc, ça, je dirais que c'est ma préférée. Ouais, Quand tu es dans un coaching de groupe ou une formation. ouais peut-être ce que j'ai pour condenser tout ça, peut-être dans un contexte de soit de formation ou de séminaire avec un groupe en D'accord. présentiel. Ça, ce Ok. serait mon préféré, de très très loin. Parce qu'il y a des moments, il y a plus de moments d'interaction, il y a Mhm. plus d'échanges, il y a, encore une fois, Il y a la savoir, transmission ensemble. il y a l'aspect transmission, Ouais, mais plus j'avance et plus j'essaie de réduire la partie transmission, on va dire encore une fois unidirectionnelle, ouais. parce que je pense que plus il y a d'interaction et plus il y a d'action de la part des apprenants et mieux ils vont D'accord. consolider et apprendre et comprendre et retenir ce qu'on essaye d'aborder. Donc, si, au début, mes séminaires, c'était 8 heures de slides avec de la théorie, avec des trucs super abstraits, des trucs que moi j'adore et je lis toute la journée, mais c'est pas pour ça que les gens ils viennent voir un séminaire. Enfin, à mon Tu avis, il y a... dévances un tout petit peu ma question. J'allais justement te demander si tu te souvenais de tes premiers coachings. Ouais, je me souviens. Ouais. Ouais, je me souviens, Alors? c'était, bah, je te dis, premier séminaire, très très technique, beaucoup de slides avec des références scientifiques. Encore une fois, des trucs que moi j'adore et des trucs que moi je lis avant d'aller dormir. Mais c'est intéressant. Mais tu as endormi tout le monde, du coup. Je pense pas que je les ai endormis. Par contre,
Je plaisante. Non, non, je pense que c'est pertinent comme réflexion. Euh, pour moi, la question que j'aime pas entendre après Ah, une formation ou même une heure de formation, c'est ouais, c'est cool, mais qu'est-ce que je fais avec? En gros, c'est trop abstrait pour pouvoir l'appliquer concrètement dans mhm, soit pour le sportif, soit pour le coach. mhm. Et donc, avec le temps, je dirais que je me distance de ça. Pas parce que je préfère le faire comme ça. Si ça tenait qu'à moi, et ça, c'est quelque chose que je vais continuer à faire, des contenus très techniques, très poussés, parce que moi, ça me fascine et ça m'intéresse, et j'adore le faire. Mais je sais que dans un contexte, par exemple, de transmission, de formation, de séminaire, c'est pas ça qu'il faut que j'appuie. C'est pas le ultra technique, ultra Ouais. poussé. C'est le qu'est-ce qui est utile demain sur le terrain avec soit pour un sportif, soit pour les coachs. Qu'est-ce que je fais avec mes athlètes, avec mes sportifs, avec mes clients. Merci à All You Need Nutrition de soutenir ce podcast. Si tu ne les connais pas encore, All You Need, c'est la marque de compléments de haute qualité made in France pour ceux et celles comme toi et moi qui s'entraînent. Moi, j'adore utiliser leur whey, leur collagène et leur créatine dans mes shakers d'entraînement, et tous les soirs, une petite tasse d'eau chaude avec leur night qui m'aide à bien m'endormir et à très bien dormir. Aussi, tu peux utiliser le code UPSIDE, UPSIDE, pour bénéficier de 10% sur ta prochaine commande. Et maintenant, retour à la conversation. Ce que tu dis me parle énormément, alors qu'on est sur deux planètes, on va dire professionnellement parlant, mais quoique, euh, ça me parle énormément parce que je peux dire à peu près la même chose. Quand j'étais plus jeune, en début de carrière, en tout cas quand il fallait faire ses preuves, comme on dit, je pensais que plus je suis jargonisante, plus je suis précise, technique, hein, plus j'ai de la légitimité. Presque, hein. C'est vraiment un discours, ce qu'on appelle un discours spécialisé. C'est-à-dire, c'est pas le langage commun, comme pour aller acheter de la baguette ou commander un café, quelque chose que tout le monde comprend, mais dès que tu rentres dans une forme de spécialisation, alors là, c'est très épidermique, le lexique et les mots, hein. Dès que tu entends un mot un peu plus spécial, comme ça, un peu technique, c'est bon, on t'a catégorisé direct. On sait comment parle un juriste, on sait comment parle un chirurgien, ben on sait comment parle un coach, on sait comment, enfin, on s'imagine comment on devrait parler une linguiste peut-être, je ne sais pas. Mais ce que tu dis me parle encore une fois beaucoup parce que peut-être c'est l'âge ou l'expérience ou la sagesse, mais plus tu avances et plus tu maîtrises aussi ton domaine, plus tu arrives à le rendre accessible et mieux que transmettre, c'est donner envie en fait à l'autre. Tu vois, aujourd'hui quand j'enseigne à de première année jusqu'à master et doctorat, à tous les niveaux, en fait, de formation universitaire, en première année, je me dis, mais non, ils savent, enfin, ou les gens, s'ils veulent, ils peuvent lire. S'ils veulent, ils peuvent aller chercher l'information. C'est encore autre chose de l'apprendre. C'est pas si facile que ça, certes. C'est un apprentissage en soi. Mais je me dis, ma mission, c'est pas de leur dire, lis ça, j'ai envie de te donner l'envie de le lire. Mm. Pourquoi tu devrais aller vers ça? Parce que ils savent lire sans moi. Et c'est ce que tu dis un tout petit peu aussi. Moi, je veux pas qu'on me dise, mais qu'est-ce que je fais avec ton truc maintenant? Non, il faut rendre, ou en tout cas, il faut faire se rencontrer l'intérêt de la personne avec la chose que moi je trouve intéressante. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est leur dire que c'est intéressant parce que ça correspond à leur intérêt. Et ce point-là, je pense que nous les enseignants, les formateurs, les coachs aussi, les professeurs, enfin, les guides, non, je plaisante pas, j'aime pas trop guide, mais je pense que une partie de notre boulot est celui-là, c'est faire des rencontres entre ce que la personne aime, veut faire, et les choses intéressantes, pertinentes pour elle, et les savoirs qui peuvent élargir un peu son horizon. Bref, ça c'était ma parenthèse, je reviens à mes questions. Euh, du coup, pour toi, prolonger cet aspect de technicité pour toi, du coup, c'est ce jargon euh, un peu technique. Donc, quand on parle de VMA, de RPE, de lactate, de tout ça, moi, je t'avoue que quand j'ai commencé à m'intéresser au coaching, c'était apprendre un langage, mais ni plus ni moins.
fallait se familiariser. Donc là, je viens de nommer uniquement les choses que je sais à peu près dont il s'agit. Mais pour toi, est-ce que le jargon, du coup, est-ce que c'est une gage de précision? Donc, avec tout ce que ça implique derrière, une autorité professionnelle, une notoriété plutôt professionnelle, ou est-ce que ça peut être un frein à la vulgarisation, à la transmission, justement? Comment tu gères ce niveau de technicité? Tu disais tout à l'heure, bon, si c'est un jeune ou quelqu'un qui n'a jamais fait de sport ou qui me dit des choses qui, pour moi, scientifiquement, on sait que c'est du non-sens, perdre juste le gras ici, s'il vous plaît, pas ailleurs. Euh, Ça, on a compris. On va pas tout de suite leur dire, tiens, 3 volumes de bouquins, lis sur ça, je te donne toutes les recherches qui viennent de sortir. Mais comment tu vas gérer ça? Est-ce que tu le gères? Est-ce que pour toi c'est un obstacle? Enfin, comment tu gères ce sentiment de ne pas être trop précis, mais être quand même juste? Maintenant, j'essaye de commencer. J'essaye de m'aligner avec le niveau d'attente de la personne qui est en face déjà. C'est-à-dire, quel niveau de technicité ils sont Elle est capables. capable de te supporter. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et ça, c'est très, très variable d'une personne à l'autre. Et je suis en train de faire tous les bilans de formation avec mes élèves là pour le Ouais. Mastermind Endurance. Et c'est super intéressant d'avoir les retours parce que pour certains, les exercices étaient parfaits et ça les a beaucoup aidés à progresser sur la programmation. Ok. Pour d'autres, j'aurais bien voulu avoir plus de liberté, que ce soit encore plus difficile pour m'aider à progresser. Pour certains, c'était très bien la quantité de théorie un petit peu abstraite, physiologique qu'il y avait dedans, c'était juste D'accord. suffisant. Alors que pour d'autres, non, j'aurais vraiment voulu en voir plus parce que j'adore ça et je trouve ça super intéressant et ça m'aide à comprendre ce qui se passe de manière sous-jacente à tous les concepts qu'on aborde, etc. Donc, déjà, c'est très, très individuel. Et je pense que j'ai pas vraiment de meilleure réponse que je m'aligne à la personne qui est en face et de ce qu'ils attendent. Si ils viennent vers moi avec un langage technique, déjà, je vais essayer de m'accorder avec eux sur qu'est-ce qu'on veut dire par VMA. Ok. Mhm. Euh, Beaucoup pensent par Oui, exemple que t'assurer que vous êtes sur les bah mêmes oui, parce que fréquences, quoi. VMA, c'est quoi? C'est un truc que tu as entendu, vitesse maximale aérobie, il y a une notion de VO2 max, il y a une notion de physiologie, alors que la VMA, en fait, c'est un résultat de test concrètement. Tu fais un test D'accord. VMA, tu as une vitesse VMA, et ça, c'est ta VMA. Ça n'a rien à voir avec une valeur physiologique Mhm. qu'on va mesurer avec un masque, avec des échanges gazeux, avec des choses comme ça. Donc, s'accorder avec qu'est-ce que tu veux dire. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu me dis un test FTP en vélo? Est-ce que tu veux me dire ta puissance sur 20 minutes ou est-ce que tu veux me dire les 90% de ta puissance sur 20 minutes qui sont à peu près équivalents à ton deuxième seuil? Est-ce que tu veux me dire le test original FTP qui dure 1 heure à bloc et ta moyenne en watts, c'est à peu près ton deuxième seuil? Donc, avec ce langage technique, il y a, je pense, ouais, il y a tout le background culturel au final Mhm. et historique qui vient se greffer dessus. On peut pas faire sans. Ça fait partie de l'aventure. Bien sûr. Dès que tu engages avec des mots techniques, il faut savoir l'histoire du terme, il faut savoir qu'est-ce qu'il veut vraiment dire, il faut aussi savoir qu'est-ce que les gens pensent qu'ils veulent dire d'habitude. Mhm. Et donc avec ça, on arrive déjà à s'accorder et se mettre à niveau. Et à partir de là, on peut avancer. J'y pensais, c'est marrant parce que j'y pensais hier soir. Je suis en train de lire un bouquin. La première partie, je l'ai bien compris. Et là, j'en suis à un stade dans le bouquin où je comprends absolument rien. Ou rien. Je Ok. comprends rien du tout. Il me manque plein de notions très très poussées de biophysique, d'interaction de charge au niveau des atomes et des molécules. Je comprends pas grand chose. Il y a plein de termes nouveaux, mais je continue à lire parce que je trouve ça fascinant et je sais qu'un jour ça aura du sens. Mais Ah oui. il faut que je continue à lire des trucs que je comprends pas si je veux les comprendre. Alors que je sais aussi qu'il il y a des gens et c'est pas moins bien ou quoi que ce soit. Hein, c'est juste à mon avis peut-être une prédisposition à ce genre de contenu ou la capacité d'abstraction peut-être qui fait partie aussi des traits de personnalité et au niveau cognitif de la personne. Il y a des gens qui sont allergiques à entendre des trucs qu'ils comprennent pas ou qu'ils connaissent pas. Dès qu'il y a un mot qui sort de leur registre, mais c'est trop technique, mais je comprends pas, mais ça va trop loin. Mhm. Alors que pour moi, un mot que je comprends pas, c'est cool, je le connais pas encore, qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce que je peux l'intégrer dans mon modèle? Est-ce que je peux voilà, l'appréhender? Parce qu'au final, c'est une pièce de plus.
VMA, zone 2, VO2 max, peut-être que c'est des concepts ou des termes qui sont pas du tout clairs pour toi. Et ben pour t'aider, j'ai créé une synthèse visuelle sur toute la physiologie de l'endurance qui devrait vraiment t'aider à t'y retrouver, à comprendre quel terme veut dire quoi et à mettre surtout en lien ces différences et nuances de vocabulaire. Donc sans plus attendre, clique le lien dans la description pour accéder à ce PDF gratuit que j'ai créé pour toi. Si je m'abuse, enfin, de mémoire, je crois que c'est Michel Serres qui disait, enfin, qui donnait sa recette pour bien vieillir et pour mieux vieillir, hein. C'était bien manger, faire des exercices, évidemment. Et le troisième, c'est tous les jours lire quelque chose de compliqué. Alors, pas très compliqué parce qu'il ne faut pas non plus se sentir perdu, mais quelque chose de compliqué, compliqué dans le sens où ça stimule cognitivement parlant. Il faut que ça soit un texte qui te résiste un tout petit peu, un minimum de résistance, ce qui est à peu près la même chose comme la charge progressive au renfort. Et on peut faire la même chose pour ses connaissances et savoir. Mais quand, moi, ce qui me frappe énormément parce que ça revient dans chacune de tes réponses, c'est ta capacité à t'adapter. Pour toi, à t'entendre, il y a beaucoup de choses dans la communication. Pour une communication réussie, ça tient à ton adaptation à tes interlocuteurs. Ce que je trouve très agile et que c'est très difficile, malgré ce qu'on, peut-être pour toi, c'est sans effort, ou presque, mais quand on décortique et quand on regarde point par point tes stratégies d'ajustement à l'autre, ça peut être vraiment extrêmement fascinant. Enfin, de mon point de vue, ça peut être fascinant. Mais du coup, est-ce que tu as déjà eu des cas où tu as dit quelque chose, où tu as donné une consigne, où tu as exprimé une idée et tu as obtenu totalement l'inverse? C'est marrant parce que je pensais justement à un cas où j'ai pas réussi, où moi j'avais l'impression de pas avoir réussi à m'adapter à la personne. J'avais un client en coaching quand j'étais à Vancouver au Canada, Mhm. un gars qui bossait dans l'IT, dans les ordinateurs, très très introverti, Ok. qui communiquait très très peu. Mhm. Et bah moi forcément je suis très à Pas de l'aise avec les feedback? interactions, En pas de fait, feedback. voilà, il te Il me donnait pas donnait tout ce rien, que tu devrais. il me donnait rien du tout. Moi, j'essayais, j'abordais le truc sous différents angles, je posais différentes questions, j'essayais avec différentes En fait, tonalités, tu ramais, quoi. je ramais grave, je ramais Bah grave. oui, bah oui. Et donc j'avais l'impression vraiment qu'il se faisait chier, quoi, et qu'il était pas content de ce qui se passait. Enfin, moi j'avais vraiment cette impression-là. Et au moment où on a décidé de déménager et de revenir en Suisse, ben forcément j'ai dû arrêter tous mes coachings là-bas. Et donc j'ai fait un petit entretien avec chaque personne et Mhm, pour voir voilà comment ça a été. Est-ce que tu veux continuer à distance? Est-ce que tu veux que je te réfère à un mhm, autre coach? mhm. Et comment est-ce que ça se passe, comment ça s'est passé, est-ce que tu étais content, etc. Et en fait, il était enchanté de nos séances. Il adorait nos séances. C'est juste qu'il était tellement introverti qu'il ne le communiquait pas. Et moi, j'arrivais pas à le lire. Et moi, ça m'a mis très très mal à l'aise. Parce que justement, j'arrive normalement à m'adapter, à m'aligner Ouais, mais et il te à... faut de feedback. Bah oui, parce que si j'ai rien en retour, je sais pas si je suis juste ou pas. Mhm. Donc pour moi, le manque de feedback, c'est alors, un problème Je les ai dans... perdus. J'ai Bah, perdu mon interlocuteur. alors, soit je l'ai perdu, soit je sais juste pas les situer. Mhm, J'arrive pas à les situer, j'arrive pas à me dire est-ce que ça va, est-ce que ça va pas, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas mhm, bien, mhm, est-ce que j'en fais mhm, plus, est-ce que j'en fais moins. mhm, Et donc je me rappelle, ça m'avait mis très mal à l'aise. Donc, mhm. je sais pas si ça répond un petit peu à ta question par Ça rapport à répond à cette une autre adaptation. question, mais moi, c'était plus parce que ça, c'est un effet où tu vas chercher ce dont tu as besoin pour être dans une forme d'aisance communicationnelle, de ton Hmm. point de vue. Ouais. Ça, c'est vrai que, alors, j'ouvre une toute petite parenthèse, mais parfois, on peut être, tu vois, c'est des toutes petites, du côté du non-verbal, hein. Ce sont des toutes petites choses, mais qu'on interprète immédiatement. Et surtout, quand on regarde ça dans une perspective interculturelle, c'est vraiment fascinant parce que, bah, là, tu parlais du Canada. Mais en général, on cherche le contact visuel avec l'interlocuteur, en tout cas de ce côté de la planète. Mais il faut juste se dire, et parfois ça peut te détendre, enfin quand je dis toi, c'est aussi nous, enfin sur le locuteur. Parfois il y a des gens qui baissent le regard ou qui dévient le regard parce que tout simplement c'est une charge cognitive qui s'enlève.
puisque la prise d'information, elle est essentiellement par le regard, parfois le dévier ou regarder ses mains ou regarder ailleurs, ça te décharge un tout petit peu d'informations à traiter pour que tu puisses te concentrer sur ce que tu vas dire ou comment répondre ou réfléchir, enfin bref. Alors que de l'autre côté, ça peut être interprété comme des intérêts, des engagements, enfin, je suis ennuyeux ou autre. Donc c'est des petites choses dont parfois il y a des décalages, des dissonances comme ça. Bon, la plupart du temps, il n'y a pas mort d'homme, c'est plutôt rigolo d'ailleurs. Enfin, vaut mieux en rire, mais je ferme la parenthèse. Tu n'as pas répondu à ma question, pourquoi? Parce que moi, je te demandais autre chose. Je te demandais, est-ce que tu as reçu l'effet inverse de ce que tu as demandé? Par exemple, je te donne un exemple et ça va faire aussi le lien avec l'aspect technique du jargon de coaching. Euh, Moi, la première fois, mais là, c'est expérience personnelle, la première fois quand un coach me dit il faut gainer, donc c'est pas tellement technique quand même, hein, comme mot gainer. Je sais pas ce que ça veut dire. Faut gainer tes abdos. Je ne comprends pas. En tout cas, je peux essayer de faire un truc, mais je ne sais pas si je fais. Je ne sais pas. Ou je fais quelque chose que le coach me dit non, non, c'est pas ça. Mais je ne savais même pas que c'était pas ça. Donc, est-ce que ça t'est déjà arrivé de donner une consigne ou essayer ou expliquer un concept, que sais-je, et le feedback te fait comprendre que c'est complètement à côté. Enfin, ceux qui Oui, ont compris, ou l'autre fait totalement inverse. oui, absolument. Et je pense que ça, je dirais que, en tout cas, ce qui me vient, c'est surtout des situations de coaching, disons, techniques, sur des mouvements, sur des positions. Oui. Et très souvent, au final, très souvent, tu demandes Ah quelque oui. chose, tu orientes la personne, tu dis, voilà, je veux que tu fasses un deadlift, donc on va pousser les hanches vers l'arrière. Ouais. Et ils savent pas où sont leurs hanches, ils savent pas où sont Ah leurs oui. genoux, et ils font un squat. Et donc, ça me donne la première information. Ok, qu'est-ce qu'ils ressentent et où est-ce qu'ils se positionnent par rapport à ça? Donc, typiquement, là, ce que je vais faire, c'est poser des questions. Est-ce que tu as senti tes ischios dans le mouvement que tu as fait? Ah Ah, non, pas déjà, du tout. là, je sais pas si tu te rends compte, mais c'est extrêmement technique, les ischios, hein. Déjà, il faut savoir ce que c'est, hein. Oui, et s'ils me disent je sais pas ce que c'est, je vais taper derrière la cuisse et je vais dire là, Voilà. est-ce que tu sens quelque chose ici? Mhm. Et ils vont me dire ah non, j'ai rien senti. Ok, donc sur la prochaine répétition, je veux que tu gardes ton gros doigt de pied enfoncé dans le sol et je veux Mhm. que tu pousses tes fesses vers l'arrière comme si tu allais fermer une porte de voiture avec tes fesses. Donc essaye Ah, de ça, faire c'est pas ça. mal, ça. Essaye Ça, de c'est faire pas mal, ça. ça. Et Ok. maintenant, est-ce que tu as senti tes ischios? Est-ce que tu as senti de l'arrière de tes jambes? Ah ouais, là, je les sens un petit peu plus. Ok, sur la Ok. prochaine rep, tu fais pareil. Sauf que maintenant, je veux que tu engages ta sangle abdominale. Je veux que tu contractes tes abdos. Je veux que tu sois gainé. Et là, maintenant, en 3 répétitions, on a déjà fait pas mal de chemin vers ce que Ok. moi, je voulais. Et je pense que là-dessus, c'est le même jeu dont on parlait avant sur la communication. Mhm. Et sur chaque répétition ou sur chaque série ou sur chaque exercice, on a une opportunité de emmener la personne vers ce qu'on aimerait voir. Et il y a, à mon avis, la part verbale, il y a les analogies qui sont très très utiles. Et après, il y a aussi les questions qu'on pose. Je pense que les questions qu'on pose, nous, en tant que coach, ça je le répète à mes apprenants à longueur de formation, plus tu peux poser les bonnes questions à la personne et mieux tu pourras la prendre en charge si on parle de programmation d'endurance par exemple, parce que tu comprendras son contexte et en fait il n'y a que le contexte qui compte. Il n'y a que le contexte qui compte. Bien Après, sûr. c'est des principes, c'est comment les appliquer, c'est de la prise de décision, des priorités, etc. Mais concrètement, il y a la personne en face de toi et c'est ça qui compte le plus. Bien sûr. Et je pense que tout ce que tu peux faire pour améliorer ta compréhension de la personne, du contexte et de ce qu'elle perçoit, de son point de vue, et mieux tu peux faire ton travail. Ce que je trouve très intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est que c'est cette confrontation de quelqu'un, on va dire, je me prends moi comme exemple, quelqu'un de l'extérieur qui pose un regard sur le métier de coach, et quelqu'un comme toi qui a déjà un certain nombre d'années de pratique et d'expérience. Et je pense que c'est important à passer comme message pour les jeunes, enfin pour les futurs coachs, ou en tout cas les jeunes en formation, c'est que euh, quand tu regardes ça de l'extérieur, on se dit, ben, concrètement, une situation de coaching, qu'est-ce que c'est? C'est moi quelque part, et il y a quelqu'un qui me dit quoi faire, et moi je fais. C'est le contrat implicite, c'est celui-là, hein. Si tu me dis 15 pompes, ben, je fais 15 pompes. On est d'accord. Et Mm. bon, je peux toujours partir, hein, bien évidemment, mais je suis quand même là pour ça. Implicitement, je suis censé obéir. Alors, c'est pas comme chez les militaires non plus, mais sur une lumière très crue, la situation de coaching, c'est un mec qui dit ou une nana qui dit et un autre qui fait ou un Mm. groupe qui fait. Alors que ce que tu dis,
Mais c'est vraiment pas ça, en fait. C'est poser des questions. Cette prise d'information et une incrémentation, en fait, dans les consignes qui amène un corps à faire. Et tu vois, là je retrouve ce que je disais, je me dis avec une petite satisfaction, je me dis j'étais pas complètement à côté de la plaque, mais je dis quand je te dis que vous êtes beaucoup dans le dire, c'est là un coach en fait, un de ses outils peut-être le moins outillé, c'est la parole. C'est Mhm. parce que la façon dont tu poses des questions, la façon dont tu donnes des instructions, enfin des instructions, des consignes plutôt, impacte énormément la compréhension et l'apprentissage corporel de la personne, en fonction bien évidemment de ce qu'elle connaît de son corps et de ce qu'elle ressent, hein, tout simplement de son corps. Hein. Moi, cette histoire de gainer, j'ai mis pas mal de temps de comprendre que, ah oui, ok, ce mot-là correspond à cette sensation-là. Vraiment, je pense que c'est, ou comme tu le disais très justement dans ton exemple avec comment faire un deadlift. Moi, je n'ai jamais compris cette histoire de faire un squat en s'assoyant sur une chaise. Je ne comprends pas. Enfin, je peux m'asseoir sur une chaise, mais quand je dois faire un squat, la chaise, je ne la vois pas, ou elle est trop petite, ou elle est trop grande. Enfin bref, je n'ai aucune, ça me parle pas. Ça me parle pas comme image. Et j'enchaîne euh, avec une question je ne sais pas si tu connais, c'est un livre The Language of Coaching de Winkelmann. Non. C'est le seul livre que j'ai lu avec explicitement language et coaching dans le même Ouais. titre, euh, avec un focus vraiment sur la partie verbale, c'est-à-dire comment donner des consignes. Et en gros, dans ce bouquin, Winkelmann va reprendre une distinction assez connue, mais pas discutable en tout cas, euh, entre le focus interne et externe. Peut-être ça, tu l'as déjà entendu parler, mais il va Ouais. reprendre cette distinction-là et il va donner des variantes, il va varier en fait les consignes en fonction du focus interne et externe. Alors, de mon point de vue, je trouve ça super intéressant, comme souvent les choses qui sont faites par des collègues psy, je trouve ça super intéressant. Ce que je leur reproche, c'est que en parfaite méconnaissance de cause du fonctionnement du langage, mais c'est pas leur domaine. Donc, moi, la reproche, elle est vraiment plus qu'anecdotique qu'autre chose. Hum, Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui te parle, cette distinction-là en tant que professionnel? Parce que moi, elle me parle pas vraiment. En tant que linguiste, hein, je dis bien en tant que linguiste. Le fait de cette distinction entre interne et externe par rapport au corps humain sur le plan purement linguistique, ça tient pas trop la route. En tout cas, ça peut le tenir entre le corps et oui, l'autre bout du terrain, si on veut, c'est très très externe. Mais est-ce que pour toi ça te parle? Est-ce que enfin, voilà, ton sentiment par rapport à cette distinction entre tu vas dépersonnaliser en quelque sorte, désincarner les consignes qui marcheraient mieux que, euh, que quelque chose qui renvoie aux sensations. Quand tu fais appel au ressenti interne, à la propre perception de tout un chacun. Moi, je trouve ça très très utile et je l'utilise Ok. beaucoup. Ah oui, Euh, vas-y. je te donne un exemple, deux exemples. Un exemple sur un exercice de force, par exemple, Oui. et un exemple sur de la programmation d'endurance. Parce que je pense que ça s'applique de manière assez transversale dans plein de domaines différents. Sur un exercice de squat, un focus interne, ça peut être je veux que tu penses à le placement de ton poids par rapport à 3 points sur ton pied, gros doigt de pied, petit doigt de pied, talon. C'est Donc ça, ça. c'est plutôt un focus interne, chercher à se stabiliser, chercher à trouver vraiment son point d'équilibre. Mhm. Et ça peut nous aider dans un contexte technique d'apprentissage du mouvement. Et je dirais que ça, c'est, on va dire, la première phase, de manière générale, elle va plutôt être interne. La deuxième phase, qui est plutôt externe, c'est je veux que tu bouges la barre le plus vite possible. Ok. Tu descends et tu remontes le plus vite possible. Je veux que la barre, tu la fasses exploser au plafond. Ça, pour moi, c'est un focus externe. C'est là où on va assigner, là où on va placer notre focus, notre attention et notre intention. Est-ce que c'est plutôt réflectif? Est-ce que c'est plutôt introspectif? Ou
est-ce que c'est plus une histoire d'input ou d'output? Est-ce que c'est vers l'intérieur ou vers l'extérieur? Et par exemple, il y a un moment dans les exercices de course à pied de penser à ta position du genou et le fait de tirer tes doigts de pied vers le haut quand tu fais un escape, par exemple, qui est un exercice de gamme technique Oui, en oui, course à oui. pied. On veut tirer les doigts de pied vers le haut parce que ça Mhm. va nous aider avec la précharge du tendon et ça va nous aider avec l'attaque au sol sur le pas d'après. Il y a un moment pour penser à ces choses-là. Mais il y a aussi un moment où il faut sprinter. Et il faut juste courir le plus vite possible. Non. Euh, T'as pas le et, temps de penser à ton orteil. t'as pas le temps de penser en interne. Donc Mm. là, il y a cette distinction sur les exercices. Et en programmation, ce que j'aime bien utiliser, et ça, c'est des modèles donc, qui sont faux, mais ils sont utiles et ils ne s'appliquent pas toujours de manière parfaite. Dans une phase de développement d'endurance générale, on va plutôt penser aux zones d'entraînement, on va penser à la physiologie, on va penser au Oui. seuil, on va penser aux adaptations, etc. Alors que quand on est sur une phase spécifique pour préparer un 10 km, on ne va pas penser en zone, on va penser Non. en kilomètres plutôt qu'en temps, on va penser en allure de course plutôt qu'en pourcentage de seuil ou en RPE, et on va se focaliser sur l'objectif qui, lui, est externe. Et je pense que pour moi, l'interne et l'externe, ça fait aussi le parallèle avec le concept de charge interne et charge externe. Quand on parle de charge interne, il y a la physiologie et il y a la perception. Il y a deux facettes à la charge interne. Et la charge externe, c'est le rendu du travail. C'est la puissance, c'est la vitesse. Et Mm. donc, il y a ces deux paramètres-là qu'il faut envisager ensemble. Mm. Et on ne va pas toujours se focaliser sur le même selon l'objectif, selon le contexte, selon la phase d'entraînement. Je ne suis pas sûre que pour lui, hein, enfin, que c'est exactement la distinction qu'il faisait, mais j'entends bien ce que tu dis et ce que je trouve beaucoup plus nuancé, en fait, hein, ce que tu dis, je le trouve beaucoup plus nuancé que ce que j'ai déjà pu lire, en fait. Moi, j'avais quelque chose comme, je te donne un exemple pour cette histoire. Alors, peut-être mon exemple, il est approximatif, mais par rapport à cette histoire de lever le pied ou le gros orteil, justement, au lieu de dire lève la plante de pied ou peu importe comment on va le formuler. Donc, ce serait un focus interne, donc centré sur une partie du corps. Ce serait plus, je sais pas moi, tu reproches tes lacets de chaussures. Enfin, tu vois, en fait, c'est faire appel à quelque chose qui n'est pas euh, ton corps, Mm. mais qui est dans une zone très proximale finalement du corps. Moi, c'est quelque chose qui ne me parle pas vraiment. D'autant plus que alors, il doit y avoir aussi des différences entre l'anglais et le français, notamment, mais en français, je n'arrive pas à comprendre est-ce que c'est un focus du coup interne ou externe si on reprend la barre de squat ou de deadlift, peu importe. Quand on dit on pousse dans ses jambes, on pousse sur ses jambes, on pousse dans tes bras. Moi, c'est quelque chose que la première fois que je l'ai entendu, je me dis, ah, attention, comment je peux pousser dans mes jambes? Pour faire un deadlift, c'est pousse dans tes jambes. Est-ce que c'est interne, externe? Je sais pas. Mm. Bon, tu vois, mais bon, moi, je pense que peut-être je vais un peu trop dans le détail, là. Ou alors, si je peux te couper, si tu me le Ah permets, oui, euh, ou alors, là aussi, c'est un langage qui va être approprié pour certaines personnes et peut-être moins pour d'autres. Et peut-être que si ça résonne pas de parler comme ça, eh ben peut-être qu'il faut trouver un autre moyen de communication. Peut-être que l'analogie, pour toi, elle est moins parlante mm, que juste penser au doigt de pied ou inversement. mm, mm. Et donc là encore, on se retrouve avec la boîte à outils, avec combien d'outils on a dans la boîte à outils, que ce soit au niveau des exercices ou au niveau du langage ou des manières de l'expliquer, et savoir prendre le bon outil pour la bonne personne. Je reviens à cette idée de caméléon. Pour moi, Mhm. un bon coach, c'est un bon caméléon. Parce qu'il sait changer de couleur, il sait changer de position selon le background et selon ce qui se passe dans l'environnement. Là, c'est Euh, carrément la palette, hein, quand même, que tu sais changer, hein. C'est, ouais. c'est pas juste une couleur. Mais, du coup, euh, toi, si dans cette partie-là de ton coaching où tu es vraiment en train de guider quelqu'un, de lui expliquer un mouvement, comment si tu donnes une instruction très simple finalement, lève le bras ou pousse ou tire ou etc., ça marche pas ou ça ne produit pas l'effet que tu veux ou la personne en tout cas elle te donne un feedback plutôt mitigé. Euh, Tu disais à l'instant que tu peux utiliser l'analogie. Quoi d'autre comme outil? Tu penses à Peut-être des choses? Ouais. peut-être un autre mouvement, un autre exercice, Ok. une autre position qu'on va essayer. Ah, tu sais pas ce que ça veut dire ou tu n'arrives pas à conceptualiser le fait
d'engager ta sangle abdominale sur un Mhm, squat. mhm. Ok, ben on va faire un dead bug, je vais te mettre sur le dos, je vais te faire lever les genoux, lever les bras, et je vais te faire Ouais. baisser une jambe à la fois. Mhm. Est-ce que là, tu sens ce qui se passe quand tu t'engages? Oh, non, je sens pas trop. Ok, je vais mettre ma main dans le creux de au niveau De lombaire, dos, ouais. voilà, le creux de ton dos. Je veux que tu appuies sur ma main pendant que tu fais l'exercice. Est-ce que là, Ok. tu sens ce qui se passe au niveau Ah oui, là, je sens ce qui se passe. Ok, super. Maintenant, on va mettre une bande sous le dos. Donc, tu vas devoir pousser dans la bande et faire l'exercice en même temps. Et la bande, elle n'a pas le droit de bouger. Maintenant, on va faire le squat et on essaie de transférer cette position, cette compétence, ce ressenti sur un autre Ok. mouvement. Donc, pour moi, cette idée de transfert et de comprendre quel est notre objectif final et où est la personne vis-à-vis de cet objectif et par quelles étapes on doit passer de manière itérative pour y arriver. Et des fois, on doit faire des va-et-vient parce qu'il faut, Mhm, mhm. il faut d'abord isoler un mouvement, ensuite il faut l'intégrer. On arrive à l'intégrer jusqu'à un certain niveau de complexité, difficulté, charge, temps. Et après, ça se dégrade, donc il faut revenir, et il faut consolider, il faut repartir. Donc ça, ce serait une des manières de mieux faire, ou peut-être d'amener la personne vers ce que toi tu veux. C'est passionnant parce qu'il y a tout un cadrage en fait perceptif, hein, la façon dont tu vas prendre l'information, mais aussi tu vas transmettre tes sensations. Alors évidemment, je pense que c'est très simpliste, hein, et je ne tomberai jamais dans le piège de dire que puisque je suis linguiste, on va se dispenser du non-verbal ou justement du, du tactile, hein. Euh, c'est vraiment... c'est- en fait, en t'écoutant, je me disais que c'est un ajustement quand même extrêmement fin entre justement le verbal, que ce soit prise d'informations ou donner des consignes, mais aussi le non-verbal. Et, euh, et ça, il faut, je pense, savoir le doser en fonction de, encore une fois, est-ce que c'est une femme, une jeune fille, une dame de plus âgée, enfin, plein de paramètres, encore une fois, qui rentrent en ligne de compte. Si tu dois vulgariser, quelle est la partie de vulgarisation alors, j'ai dit vulgarisation, mais peut-être ce serait plus précis de dire partie pédagogique dans ton discours, quand tu t'adresses aux gens. Dans quelle mesure tu es pédagogue pour transmettre un savoir? Est-ce que ton coaching, le discours dans toutes ces variétés de coaching, quelle est la partie de transmission de pédagogue? C'est-à-dire, je veux faire apprendre, rendre en fait mon athlète ou mon client autonome dans sa pratique et dans son savoir sur soi, sa connaissance sur soi. Est-ce que tu expliques ce qui se passe? Quand tu dis ischio, à quoi ça sert ce muscle, par exemple, comment on l'active, quel est le lien avec le gros orteil? Est-ce que c'est en fonction de ce qu'on te demande, ou est-ce que quand même tu vas être dans une forme de générosité euh, de transmission? Si tu es coach prépa physique ou kiné et que tu veux enfin maîtriser la programmation de l'endurance, tu peux rejoindre ma formation accompagnée, le Mastermind Endurance de Upside Strength. La saison 5 débute en septembre 2026. Tu peux rejoindre la liste d'attente en cliquant le lien dans la description et reste bien jusqu'à la fin de ce podcast pour en apprendre un petit peu plus sur cette formation et comment elle se déroule. Je dirais que je vais toujours être biaisé par ma propre position et ma propre perspective, qui est de comprendre les mécanismes sous-jacents pour ensuite faire sens de ce qu'on fait et pourquoi on le fait et comment ça fonctionne, etc. Mhm. Donc ça, c'est mon point de départ. Mais après, je m'adapte à la personne et ce qu'elle a envie de savoir. Parce qu'il y a des gens qui veulent juste faire le taf et ils s'en foutent en fait de ce qui se passe et ça Ok. leur change pas grand chose et ils ont pas le temps, ils ont pas envie, ils ont pas. Voilà. Donc je vais pas perdre mon temps à leur expliquer des trucs, etc. Après, pour des gens qui sont intéressés, là, je vais pouvoir aller plus loin dans l'explication. Ou alors, je vais pas forcément l'expliquer tout de suite, mais si on a un point de désaccord, si la personne comprend pas pourquoi on fait quelque chose, et ça peut être le cas aussi d'une personne qui voulait pas savoir au départ ou qui n'est pas intéressée par Oui. les détails, mais d'un coup je lui propose quelque chose et cette personne elle est réticente à faire cet exercice ou à mettre en place ce genre d'entraînement pour elle. Là je vais aller plus loin sur ok, est-ce que tu sais pourquoi c'est important, est-ce que tu sais pourquoi tu as tel objectif, et il y a un moment donné il va falloir faire la part des choses et faire ce genre de travail parce qu'il est nécessaire pour telle et telle raison. Et donc il y a toujours une part de transmission qui va être dosé par rapport à ce que la personne veut bien recevoir. Et après, le mieux, enfin pour moi, Oui, c'est le pour toi, oui. contexte où Mhm. les personnes qui sont là, alors qu'elles soient athlètes ou coach,
veulent apprendre plus de choses et veulent mieux comprendre justement tous ces mécanismes. Et là, je me régale parce que moi, c'est là-dedans que je baigne Oui, H24. C'est là où vit mon cerveau, on va dire. oui, Et j'essaye d'expliquer de manière très simple. Mais s'il faut descendre de 3-4 niveaux de complexité pour aller dans quelque chose de beaucoup plus pointu et faire un zoom des zooms, c'est quelque chose qui me pose pas de souci parce que moi je vis plutôt là en bas avec, oui, avec tous oui, les oui. petits détails dont tout le monde s'en fout, mais moi je trouve ça fascinant. Le diable se cache dans les détails. Mais euh, quand alors cette histoire de zoom des zooms, c'est une agilité hein, que c'est pas donné à tout le monde, bien évidemment. Enfin, ça n'intéresse pas tout le monde, comme tu viens de le dire, en effet. Mais si je dois raccrocher ça avec la thématique d'aujourd'hui, c'est-à-dire la communication, est-ce que euh, dans ta façon, alors que ce soit pour coacher, que pour transmettre, pour former l'autre, est-ce que tu envisages cette situation-là de façon, alors je schématise un peu, mais horizontale, équilibrée, comment tu la vois? Est-ce que c'est quelque chose plutôt de moi je sais, alors que tu sais plus concrètement? Euh, voilà, est-ce qu'elle est plutôt ascendante? Est-ce qu'elle est symétrique ou tu Non, vois ce que je veux dire? pour moi l'interaction elle est toujours horizontale. Ah oui, ça veut dire quoi? Euh, Égal? ouais, ouais, ouais. Ah oui. Parce que j'ai autant à apprendre que la personne qui est en face. Parce que si j'ai la posture d'enseignant ou de formateur, ou de personne qui est dans un coaching ou dans un séminaire, etc., et c'est moi qui est là pour transmettre. Si j'arrive pas à transmettre, c'est ma faute. Si la personne ne comprend pas, c'est ma faute. Et les choses que j'arrive mal à expliquer, c'est à moi de mieux les expliquer. Et donc le fait que la personne comprenne, c'est pas parce que moi je suis meilleur ou quoi que ce soit. C'est ok, j'ai réussi à faire ce pourquoi moi je suis là, c'est transmettre. Et pour moi, c'est toujours horizontal. Le dicton, tu l'as sûrement déjà entendu, pour moi chez Upside, c'est partager pour apprendre. Et je pense que c'est toujours bidirectionnel. Mhm. Et la notion, et peut-être pour revenir sur ce que je t'ai dit pour répondre à cette question, horizontale, en fait, je me contrefous de l'axe vertical. Parce que pour moi, peu importe le placement relatif des deux entités dans une communication entre deux personnes, c'est toujours réciproque. Il y a toujours quelque chose qui vient dans l'autre sens. Mhm. Action-réaction, je veux dire, c'est le fondamental en tout cas, de la physique telle qu'on la comprend dans notre Oui. univers maintenant. Et donc pour moi, il y a toujours quelque chose qui revient dans l'autre sens. Moi, j'apprends toujours plein de trucs des gens à qui je transmets des choses. Il me manque énormément d'informations. La part de choses que je ne sais pas et que je ne sais même pas que je ne sais pas, elle Oui. est, elle est, elle est infinie et elle pourra jamais être comblée. Ça, c'est un fait. Et dans le contexte de chaque personne avec qui je vais interagir, ces personnes, elles savent tellement de choses dont moi, j'ai absolument aucune idée. De Mhm. par leurs intérêts personnels, de par leur vécu, de par la culture dans laquelle elles ont grandi. Enfin, il y a tellement de choses que moi, je suis complètement ignorant. Et donc, le fait de communiquer quelque chose et de le partager, euh, ce que je préfère, c'est quand il y a une interaction en retour. Que ce soit une question ou que ce soit une réflexion sur un exemple ou un contexte ou une situation. Parce que justement, ça me permet de concrétiser au final les informations que moi j'ai et que j'essaye de transmettre. Pour revenir à mes premiers séminaires, qui étaient très abstraits, très Oui. techniques, et ben, j'ai vu, de par les questions qui m'étaient posées durant ces journées de formation, que j'avais du travail à faire sur la contextualisation et l'aspect terrain de ces informations. Et chaque fois que je donne une formation, j'apprends des choses et je la mets à jour pour la fois d'après. J'ai jamais pris des slides ou une formation et copier-coller et j'ai fait pareil la fois d'après. Pour moi, si je fais ça, je fais plus mon métier. Je fais plus mon travail. Certains Et appellent ça du développement durable ou du recyclage. Visiblement, tu n'y es du pas. développement, du développement durable. J'appelle ça le hamac dans les lauriers, moi. Voilà, c'est ça, Euh, plutôt. non, et je pense qu'il y a ce perpétuel besoin de continuer à évoluer dans sa Oui. manière de communiquer et sa manière de comprendre les choses. Et moi, je peux pas le faire tout seul.
j'ai besoin des autres pour le faire. Donc l'interaction, elle est toujours bidirectionnelle et encore une fois, cet axe vertical, il m'intéresse absolument pas. Je sais que Alors, c'est... quitte à te décevoir un tout petit peu, mais là, je te partage mon point de vue, cette fois-ci professionnel, sur une situation de communication. Pour la linguiste interactionniste, donc ce sont des travaux depuis les années 50, 60 du siècle dernier, donc ce sont des choses qu'on sait très bien maintenant. En fait, il n'y a pas de situation de communication qui soit horizontale, ça n'existe pas. On est toujours, alors en fait, quand quelqu'un entre en interaction avec un autre être humain, enfin deux interlocuteurs, ça veut pas dire que c'est la guerre tout de suite, c'est pas du tout ça, hein. C'est juste pour dire que quand tu es en interaction avec quelqu'un d'autre, avec ton interlocuteur, tu souscris une sorte de pacte, d'un contrat. Et le contrat il est le suivant, on va échanger, on va mettre des choses en commun, c'est le sens de communiquer ou d'interagir, mais on va ménager nos faces respectives. Et qu'est-ce que c'est la face? La face, c'est une image de moi, et l'autre, il a son image de soi, qu'il faut construire, qu'on aimerait toujours qu'elle soit positive, bien évidemment, et on va la construire, on va la travailler, on va surtout pas la menacer. Alors quand je dis menacer, ça peut se faire de différentes façons. Alors l'insulte peut-être c'est la plus explicite, mais c'est aussi couper la parole à l'autre. C'est ne pas lui donner le temps de parler. Tu vois, c'est des petites choses comme ça. Donc tout à l'heure, ma question, quand je disais est-ce que c'est horizontal, je m'attendais à ce que tu me répondes non, parce que tu es dans cette recherche de interaction, c'est-à-dire, et sur ça, je te rejoins parfaitement. On n'est jamais, enfin, à moins d'être devant un zoom avec la caméra fermée, ne pas vouloir voir des gens et parler comme ça au monologue, mais même un froncement de sourcil de la part de notre interlocuteur te donne une indication et tu dis, attends, je vais reformuler parce que là, je vois que c'est dur là. Donc même ce genre de micro-gestes, de micro-signes nous donne du feedback, pas forcément une question ou une interruption. Mais quand tu dis tout est horizontal, moi je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que quand tu es dans une session de formation, tu es celui qui sait. Quand on te sollicite, tu dois donner des réponses. Alors la réponse, parfois, elle peut être je ne sais pas, évidemment. Évidemment, ce n'est pas forcément se mettre en position de autorité sachante, savante, pas du tout. Mais tu es quand même, il y a des attentes qui sont liées à ton statut, à ta personne, à ton rôle dans cette interaction, qui font que tu es en haut. Quand je dis en haut, c'est pas forcément une figure d'autorité, hein. C'est une figure de celui à qui on pose des questions. C'est celui qui va nous apprendre quelque chose. Moi, je le vis et c'est extrêmement déstabilisant quand on coupe ce pacte-là. Moi, enfin, je m'amuse, non, peut-être pas, c'est pas le bon mot, mais quand j'ai des étudiants en face de moi, et dès que je romps cette image de la prof, bah, moi, naïvement, au début de ma carrière, je pensais que ça va les mettre à l'aise, pas du tout. Ça les déstabilisait parce qu'ils voulaient que je joue mon rôle dans cette interaction. Il fallait que je sache, il fallait que je donne des réponses, il fallait que je guide, que je dirige, que, voilà. Je ouvre le crâne, je mets une petite dose de savoir, je renferme. Alors que parfois, je ne sais pas. Ou je dis, bah, ça peut être et blanc et noir. Là, ça déstabilise aussi. Bref, parfois, il y a des attentes qu'on a de l'autre qui sont là bah, de par la situation, la position sociale, dans le sport c'est aussi la notoriété, il y a beaucoup de choses comme ça. Quand on a un palmarès derrière soi, bah, ça parle même avant qu'on a ouvert la bouche. Je pense que je t'apprends rien. Moi, je peux dire quelque chose sur le sport qui est très très juste, sur la physiologie, enfin soyons fous, mais qui je suis moi pour le dire? On va pas m'écouter. Ok, Tu vois ce que je veux dire un peu? je trouve très intéressant ce que tu dis là. Il y a deux choses qui ressortent pour moi. Le premier, c'est jouer le rôle. Ah ouais, On a des rôles ouais. dans différentes situations sociales et on doit jouer le rôle pour qu'on puisse continuer à jouer, hein. Un truc que j'avais entendu que je trouvais super, c'est le but d'un jeu, c'est de jouer de telle manière à ce que tu puisses jouer pour toujours. Ah oui. Et donc, il y a Hmm. cette idée aussi dans un contexte social de je vais Ne jouer pas mon rompre, rôle ne pour pas rompre. continuer à Ben pouvoir si, jouer cette interaction, cette c'est situation, ça. etc. Il y a ça. Après, ce que tu as dit juste avant, en termes d'autorité, de Oui, notoriété, de reconnaissance, de statut, etc., euh,
et c'est encore une fois, je suis certainement biaisé parce que Ah j'ai pas non, de lettres après mon nom, j'ai pas fait de grandes études, je suis pas moi allé dans non les plus. grandes écoles. Et au final, pour moi, ça m'importe très très peu. Je pense que dissocier le messager du message, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et je vais avec grand Oui, plaisir écouter le message de quelqu'un, même si sur le CV, le messager n'est personne ou n'a pas les connaissances, les compétences ou les prérequis pour mhm. avoir un certain courant de pensée. En fait, moi, je m'en fous complètement. Ce qui m'intéresse, c'est le message. Est-ce que le message, il est pertinent et est-ce que c'est quelque chose qui est applicable? Est-ce que c'est quelque chose qui est concret, indépendamment de qui le dit? Et donc je comprends que le statut, la notoriété, etc. jouent dans les interactions sociales. Mais à mon sens, euh, le poids que peut-être la majorité des gens assignent à cette composante-là est souvent très importante. Pour moi, elle est infime. C'est-à-dire que tu as beau avoir tous les PhD du monde, tu as beau avoir Mhm. fait 20 ans d'études, tu as beau avoir fait tout ce que tu veux, si tu dis de la merde, tu dis de la merde. Et ça, je m'en fous de Alors ce moi, que tu as fait cette avant. histoire de notoriété ou autorité, c'était pas forcément, c'était pas forcément à le comprendre avec tout ce qui est d'ailleurs de tradition franco-française, avec les diplômes, le parcours, etc. C'était pas forcément ça. La charge de la notoriété, elle peut être purement symbolique. Mhm. Quand tu me dis dissocier le message du messager, j'ai envie de te dire, OK, si tu arrives à le faire, tant mieux, mais moi, je ne vois pas comment je peux jauger de la qualité du message, c'est ce que tu recherches, de la pertinence du message, sans savoir qui est l'émetteur. Ouais, tu vois, je suis pas d'accord. Ah oui, Ouais. tu peux prendre de l'information à tout venant sans vérifier la source. Enfin, là, je caricature, hein. Mais Ouais, c'est un peu cette dimension-là. c'est pas sans vérifier la source. Pour moi, il y a peut-être deux notions différentes. Là, il y a la source de l'information en elle-même Mhm. et il y a la source étant le messager, parce que c'est là d'où vient le message. En tout cas, dans cette interaction-là, la source, c'est le messager. Mais avant le messager, il y a d'autres choses. Il y a là d'où vient cette information à la base. À moins que le messager ait créé cette connaissance ou cette idée. Et tu prends des gens que tu connais très bien. Ouais. Professionnellement ou pas d'ailleurs, hein. Tu sais, de, tu sais à quoi t'attendre quand il y a quelqu'un qui prend la parole. C'est ça aussi que ça implique ce que je disais. C'est un peu comme si je te dis, bah tiens, aujourd'hui on va lire je lis un bouquin, tu me dis qu'est-ce que c'est? Moi je te dis, bah, c'est un thriller ou c'est un roman policier. Il y a des choses qui sont propres à ce genre-là, tu sais à quoi t'attendre. Tu Mhm. sais à quoi t'attendre parce que c'est un roman policier. Après, on peut toujours apprécié et c'est grandement appréciable quand on se fait surprendre par par l'écrivain, par sa façon de faire du policier ou du thriller. Mais c'est à peu près la même chose quand on a un locuteur en face de soi, tu vois. On a, moi je t'entends, en fait ce que j'ai envie d'entendre ou peut-être, enfin je pense que c'est ça que tu veux dire, c'est que t'aimes pas en fait les réflexions à l'emporte-pièce ou le préjugé sur ce que le statut d'une personne peut dire. Mais moi, là où je voulais t'emmener, c'est plutôt du côté de quand c'est un coach qui parle, ben, il y a des attentes en fait à ce qu'il parle comme ça. Après, ça veut pas dire que en faisant autrement, t'es moins crédible, moins légitime ou autre. Mais il y a des attentes qui peuvent être liées à à toi en tant que coach. J'imagine que quand tu es avec des personnes qui ne comprennent rien, euh, on te demande quand même un plan d'entraînement, on te demande quand même à ce que tu expliques quoi, qu'est-ce qui se passe. Ouais, ouais, mais l'attente, elle vient de la personne qui est en face. Oui, mais on te demande à toi parce que tu es coach. Ils vont pas me demander à moi. Oui, oui, on me demande à moi. J'essaie de bien comprendre le contexte de ce que tu me demandes là. Pour moi, tu vois, par exemple, moi, j'ai pas d'attente de Ouais. quelqu'un parce que elle a un statut ou parce qu'elle a une expérience ou parce qu'elle a un CV X, Y ou Z. Moi, j'ai pas d'attente. J'ai de l'attente que le message, il ait du sens. J'ai de l'attente que si j'ai une question, elle soit répondue pas nécessairement sur la base que la personne est Oui. compétente pour répondre. Mhm. Je veux la substance dans la réponse. Mhm. Et si c'est quelqu'un qui est personne, entre guillemets, dans ce domaine-là et qui me dit un truc intéressant, je vais juger l'information pour l'information. Et forcément,
ça demande peut-être plus de travail parce que pour vérifier cette source, je vais devoir croiser cette information avec plein d'autres informations du même genre, de Ok. gens qui ont des PhD, d'autres gens qui en ont pas, et me faire ma propre idée sur la question. Là où je veux en venir peut-être, c'est que pour moi, le fait, oui, l'emporte-pièce, le fait de dire je vais écouter cette personne parce que en gros, c'est pas un préjugé, mais c'est une condition de base qui fait Oui, que je vais écouter cette personne. Pour moi, même si dans la moyenne, c'est vrai. oui, C'est-à-dire qu'un PhD qui te parle de sa spécialité va être plus compétent là-dedans que quelqu'un qui en a jamais entendu parler, on est d'accord. Mais j'ai vu assez de cas inverses dans les deux sens, des bah gens oui, qui sont hautement éduqués, qui disent n'importe quoi, et des gens qui sont pas du tout formellement éduqués, mais qui en connaissent un rayon et peut-être des fois plus même, et une compréhension qui est plus cohérente que des gens qui sont spécialisés dans le domaine. Et j'en ai vu assez pour en fait ne plus utiliser ça comme mesure en fait de à quoi m'attendre. Et ça peut-être que c'est lié à quelque chose qui m'est cher, c'est de rarement avoir beaucoup d'attentes en fait. Parce que ok. si t'as des attentes, tu peux facilement être déçu. Plus t'as d'attentes, Ah, plus t'as de risque d'être déçu. Et donc, si tu n'as pas d'attente, à l'inverse, eh ben, oui, tu ne peux jamais être déçu de ce que va t'apporter la personne. Alors, forcément, oui, quand il y a une prestation, quand tu as payé pour quelque chose, il y a quelque chose que tu attends en contrepartie. Tu payes pour un Airbnb, t'aimerais bien que ce soit propre, t'aimerais bien que ce soit bien rangé, t'aimerais bien que les conditions qui étaient énoncées soient respectées. Oui, il y a des attentes de ce point de vue-là. Mais hors interaction, disons, commerciale, parce que c'est une interaction de commerce, tout comme le fait de payer un coach pour une séance de coaching, hors de ces situations-là, si on est dans de l'échange, dans de l'apprentissage, j'ai aucune attente et je pense que c'est peut-être même nécessaire pour mieux apprendre. Je sais pas si j'ai répondu ou si ça a du si tu sens. réponds parfaitement, enfin, ce que tu dis, je trouve ça très, très intéressant. En t'écoutant, je me disais que moi, je fais la différence entre déception, enfin, ce que toi tu appelles déception, donc je t'en pas parce que j'ai pas envie d'être déçu. Moi, je fais la différence entre déception et désillusion. Je suis plutôt de l'autre côté. Enfin, je veux dire, déçu peut-être, je sais pas si c'est à éviter, je ne sais pas si c'est évitable. En revanche, comment on gère notre désillusion, c'est autre chose. Enfin, c'est encore une autre affaire. Qu'est-ce que tu veux dire par désillusion? Désillusion, c'est quand pour moi, une déception, c'est pas quelque chose enfin, quelqu'un peut te décevoir. Tu vois, pour moi, la déception, enfin, être déçu de quelqu'un ou d'une situation ou de déroulement des choses, ça, c'est quelque chose qui vient plutôt de l'extérieur, quelque part. Alors qu'une désillusion, ce sont les histoires qu'on se raconte. Voilà. Et si elles sont, s'il n'y a pas un ancrage dans le réel, si on, enfin, c'est des écrans de fumée, en quelque sorte. Dans la désillusion, c'est ça. Et quand on avance dans l'âge, dans le temps, dans une pratique, moi, je pense que on finit par gérer bien, enfin, quand on sait faire, hein, dans la version la plus heureuse, et c'est qu'on gère bien nos désillusions, en fait. Parce qu'il y en a toujours. On s'imagine des choses et finalement, peut-être que ça se passe pas comme on l'a imaginé ou comment on se l'est présenté. Ouais, alors ok, ça c'est Mais là, intéressant. j'y verrais plus du côté presque philosophique de la Ouais, chose. ce qui me dérange pas du tout, honnêtement, c'est intéressant. À mon avis, ça a à faire en partie avec le modèle qu'on se fait de la réalité C'est et ça. le fait que quelque chose ou un événement ou une information soit aligné avec ça ou pas. Et C'est donc, il y a exactement une ça. Et désillusion dès le moment où il y a un désalignement entre son modèle du monde, sa perception du monde et une complètement. réalité qui est, C'est ouais, qui est exactement vécue. ça. Ouais. Malheureusement, enfin, de mon point de vue, ça n'engage que moi. Malheureusement, je pense que on est tous perdants face au temps et face au réel. On se fait toujours attraper. Enfin, moi, je connais personne qui a gagné face au temps. Enfin, j'ai de la bataille contre le temps et ouais, jamais de la vie. Et face au réel, encore une fois, la réalité, le réel, elle s'impose à nous. Et se battre face au temps, je suis pas d'accord. Hein. Pour moi se battre face au temps, c'est un petit peu comme essayer de nager à contre-courant.
Oui, oui, Alors c'est vrai. en fait, il faut se C'est laisser emporter par le courant et savoir le naviguer au fur et à mesure. faire avec, hein. Ouais, Faire faut avec, faire avec. faire Et avec. pour ce qui est de la réalité, ben, la réalité, elle est toujours imprévisible. Il y a toujours des choses qui se passent, C'est qui ça. curveballs, des choses qui viennent et C'est que tu n'avais ça. pas attendues. Non. Mais je pense que peut-être alors, je sais pas si c'est l'âge, mais l'expérience, oui, l'âge, le L'âge, temps, le temps. Ouais. le temps, je trouve que c'est un chouette défi de se dire, est-ce que j'arrive à mieux appréhender les aléas de la vie au final? Tu vois, j'avais prévu de partir faire mon footing, mais le petit, il a une crevaison à l'école avec son vélo. Ah, faut que j'aille le chercher. Ah, Ben, moi, il mais y a 3 ans oui. en arrière, ça aurait été ah putain, ça fait chier. J'avais Ouais. prévu pas, j'avais prévu de faire ça. Maintenant, je dois changer mon plan. Et avec le temps, et je pense aussi pas juste le temps qui passe, mais c'est un travail interne à faire à mon Bien avis. sûr. Bien sûr. Ben, on arrive à mieux appréhender ces choses-là. On arrive à être plus flexible. On arrive à À mieux gérer euh, le chaos, quoi. bah oui, enfin, réalité et chaos au final. Donc peut-être c'est un élément de réponse. C'est ça. Bref, je ne sais pas comment on a dévié ça. Je vais révisionner ça parce que ma question de départ, c'était pour cette histoire de communication horizontale. Mais bref, on va Ouais. laisser ça pour vraiment une autre fois. Je vois que le temps file. J'ai pas vu le temps passer, pour moi. Est-ce qu'il y a quelque chose enfin, comme c'est toi l'invité, finalement, est-ce que tu veux, terminer sur un point ou est-ce que tu veux faire un retour sur, la façon dont cet échange s'est déroulé? Est-ce que tu étais surpris ou est-ce que tu t'attendais à autre chose? Parce que Comme je moi, t'ai dit avant, j'ai pas abordé 10% de ce que j'avais prévu. Mais bon, c'est pas grave. on a, honnêtement, si tu veux pousser encore, on a un bon 15-20 minutes si tu veux Non, encore poser quelques questions. sincèrement, prendre le temps, c'est pas forcément une très très bonne idée. Ça va déborder, forcément. Euh, ben, comme je t'ai dit avant, j'ai jamais vraiment d'attente. D'accord. ce qui, Ah, j'ai ce tout qui fait bon, en que je fait, peux c'est pas, ça. ce qui fait que je peux pas être déçu. Non, pour moi, c'est super intéressant d'avoir ce genre de conversations parce qu'elles sont rares. Parce que, encore une fois, il y a beaucoup de contenu euh, les gens, ils consomment mon contenu et regardent mes vidéos parce que les sujets les intéressent. Et donc, quand ils, m- quand ils veulent me parler, ils me posent des questions typiquement sur les choses dont je parle fréquemment déjà. Et donc, de sortir Les attentes des gens. les On attentes des gens. t'attend. Mhm. Et là, je suis dans une phase où je dirais que ce qui m'intéresse, alors ça m'intéresse toujours de discuter et de répondre à des questions, ça c'est certain, Oui, j'adore faire ça, parce que pour moi c'est un exercice de est-ce que j'arrive à mieux expliquer, à mieux structurer, à mieux transmettre et à faire en sorte que les gens puissent retirer quelque chose de l'échange. Mais quand ça sort des sujets techniques que je traite typiquement, j'adore parce que c'est pas des sujets sur lesquels j'ai l'opportunité souvent d'échanger. évidemment, oui. Et pour moi, le fait d'échanger, c'est un moteur d'apprentissage. C'est, je pense, Ça t'enrichit. clairement. Et je pense que les 400 podcasts que j'ai fait, les milliers de vidéos que j'ai fait sur ma chaîne YouTube, c'est des choses qui m'aident aujourd'hui à faire ce que je fais en termes de communication et de transmission et de partage. Et donc le fait de réfléchir et de devoir répondre à des questions qu'on ne me pose pas souvent, c'est un nouveau challenge. Mm. C'est plus difficile, mais c'est plus chouette aussi. Et ça force à, ben, est-ce que j'arrive à structurer ma pensée sur quelque chose que j'ai dans ma tête, auquel j'ai déjà pensé certainement ou que j'ai déjà entendu quelque part, mais je ne l'ai jamais formalisé dans une conversation. On va faire Donc, de la charge progressive, Sean, ne t'inquiète pas. On y va doucement. c'est ça. C'est ça. Mais en même temps, tu vois, le fait de peut-être pas arriver à répondre à une question correctement la première fois parce que je l'ai mal comprise. Il n'y a pas de bonne réponse. C'est comme si toi, tu me posais des questions sur je ne sais pas moi, la biomécanique du pied. Moi, je te posais des questions avec une intention derrière, celle d'une linguiste. Hmm. En sachant que, en fait, il te suffit pour comprendre ma position et mes questions, il te suffit d'inverser les rôles. C'est comme si toi, tu me posais, moi, néophyte, complètement aucune formation de STAPS, de sciences du sport. C'est comme si tu me posais des questions sur, je ne sais pas moi, le lactate. Mais moi, je vais te dire un point de vue.
enfin, d'esprit peut-être, tu vois, je serais à des années-lumière du discours qu'un spécialiste peut tenir. Donc, c'est normal que, d'une part, moi, je ne sois pas, on va dire, d'accord avec toi. Et entre guillemets, hein, je mets des énormes guillemets dans être d'accord, parce que, au contraire, je n'ai pas cette attente-là de toi. En fait, je suis curieuse de tes représentations, en fait. Des représentations que tu te fais du langage. Alors déjà, ça peut être 3 heures. Je serais ravie de perdre mon temps, entre guillemets, pour parler avec des néophytes de qu'est-ce que c'est le langage, la communication, la façon dont on se construit par sa communication. Donc, quand tu dis bonne réponse, il n'y en a pas. Il y a des réponses et il n'y a que des réponses et la vérité, elle est quelque part au milieu. Et c'est pas moi qui va la donner, cette vérité-là. Et alors, si je te retourne une question, Vas-y. Angelina, qu'est-ce que toi, tu as retiré de cette interaction en termes de ton point de vue de spécialiste? Oui. Où se situe, et de ton point de vue de spécialiste et de ta représentation actuelle de la réalité et du langage et de sa fonction, etc., et de son fonctionnement, où se situe ma perspective et quels sont les points d'ombre que je dois peut-être éclairer ou des choses que je dois creuser pour compléter ma vision actuelle. Alors ça, pour répondre à ça, il faut, pour que je puisse vraiment te donner une réponse adaptée à tes attentes, parce que là, c'est une vraie attente. Toi, l'attente que tu ne dis pas, c'est comment je peux m'améliorer. Ouais, Voilà, donc tu as quand même une attente. Donc pour que moi, je puisse répondre à cette attente-là, moi, je dois t'observer. Je ne peux pas comme ça il y a quelque chose qui est vraiment, j'ai une révulsion, c'est les recettes. C'est des spécialistes qui te donnent des recettes. C'est qu'on dirait c'est de la magie, quoi. Et ça, je pense qu'aucun spécialiste digne de ce nom, tu vois, on peut être très très fort sur 1 millimètre carré de physiologie, de linguistique, de physique quantique. Tu vois, c'est notre millimètre carré de science à nous. Pour le maîtriser, il faut connaître tout ce qui est autour, voire dans toutes les disciplines connexes. Donc, s'il faut connaître l'univers pour être sur ton millimètre carré, je ne pense pas que mon millimètre carré se peut répondre à ta question là maintenant. En revanche, j'ai besoin de te remettre en contexte, de te voir à l'œuvre pour te dire comment t'améliorer. Mais notre échange, pour moi, il était intéressant. Ça, je le savais. Mais surtout, ça m'a conforté dans deux choses que je pensais. J'avais des doutes, mais je me disais peut-être ce serait intéressant de le voir. La première, c'est que les gens ne savent pas ce que c'est le langage et la communication. En fait, on a des représentations de comment le langage fonctionne, et que le linguiste, très certainement, ils y sont pour quelque chose, c'est-à-dire on n'explique pas, on vulgarise moins, on vulgarise pas assez, très certainement. Il y a des collègues qui le font et je les remercie parce que moi je le fais jamais, donc c'est très très bien qu'ils le font. Mais par exemple, quand tu dis, je donne juste un exemple sur ce que toi tu disais, c'est me mettre au diapason et vérifier qu'on partage le même sens avec mon interlocuteur. C'est ce qu'on appelle l'isomorphisme en linguistique, c'est-à-dire que à un mot, à une forme, on ajoute un sens. Donc c'est vraiment un couple, le forme et le sens. Et on dit que si on change quelque chose dans la forme, le sens, il bouge forcément. C'est comme le recto verso d'une feuille. Tu peux pas les dissocier. Et bien, en, dans la, dans la tête des gens, ça, peut-être pour toi c'était pas tout à fait ça, mais dans la tête des gens, c'est, si on se met d'accord qu'un mot, il veut dire ça, c'est bon. Parfois ça marche, hein. Mais il ne faut pas, enfin en tout cas de mon point de vue, il faut pas penser que le langage il est transparent. Cette histoire de transparence du langage, c'est rare quand même. Alors c'est vrai quand on dit, et encore, hein, si je dis la tête tourne, il y a apparemment 10% qui vont te dire que c'est pas vrai. Tu vois. Quand je dis ça c'est un téléphone, ben, si on se met d'accord que c'est autre chose, on le nomme autrement, entre toi et moi ça marche. Et ça va être autrement, on va se comprendre. Mais si, par exemple, on va dans des choses un peu moins concrètes, comme tu demandes à tes athlètes, alors comment ça a été la séance? Il va te dire, ça va. Il y en a un autre qui va te dire, ça va. Mais tu sais très bien que c'est pas le même ça va.
Tu sais très bien qu'un 7 RPE pour Jacqueline n'est pas le 7 RPE pour Jean-Claude. Tu le sais. Mais comment tu le sais? Comment tu gères cette variation individuelle, en fait? Et là, s'il y a quelque chose qui est propre au langage, c'est de varier. Mais vraiment, c'est la variation. Et donc, pour revenir et pour être très très clair là-dessus, je m'attendais et ça me reconforte dans l'intérêt de mon travail. Je me dis il y a vraiment quelque chose à faire pour montrer aux gens que la communication, le langage, notre prise de parole. Alors, je parle là de prise de parole dans un cadre professionnel. C'est un outil qu'il faut travailler en soi. De la même façon que toutes tes autres compétences, c'est une compétence professionnelle que tu peux gagner en compétence, justement. Tu peux monter en compétence dans la précision. Tout le monde dit, il faut être précis, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Comment je fais? L'important, c'est de bien communiquer. Et la plupart du temps, on s'arrête là. Mais qu'est-ce que ça veut dire bien communiquer? Oui, mais se mettre en diapason. Oui, d'accord, mais comment tu fais ça? Ah oui, il parle bien, ce monsieur ou cette dame. Oui, mais s'il parle bien, c'est qu'il a une raison. C'est parce que c'est structuré. Enfin, plein de techniques, quoi, hein, plein de choses à examiner. Et je me dis qu'un jour, je vais écrire un bouquin sur le coaching sportif. Vraiment. Enfin, vraiment. Ça me donne trop envie de travailler. Quand je parle avec des passionnés, ça, je sais pas si c'est une bonne chose. Au final. Bah, vu que c'est un sujet qui est, de ce que tu as dit, est très très peu traité au final par ta spécialité, je pense que, et vu l'importance de la communication dans le métier qu'on fait, je pense que ce serait super intéressant. En tout cas, je pense que l'échange, il pose bien les bases pour l'interview qui suivra, où c'est moi qui te poserai des questions. Là, c'est à toi, oui. Là, c'est à toi. Tu me passes la patate chaude Oui. Et pour qu'on puisse justement définir ensemble ou que tu nous aides à comprendre qu'est-ce que c'est le langage, quelles sont les différentes facettes. Quelques éléments d'éclairage, oui. Ouais, Mon but, ce n'est pas de faire des gens des spécialistes, sinon, allez-y, il y a des formations et autres. Mais c'est sensibiliser, en fait. C'est vraiment faire prendre conscience. Moi, j'y crois énormément à cette histoire-là. C'est faire prendre conscience. C'est vraiment un pas vers l'apprentissage et vers le développement. Enfin, on peut s'agrandir, on peut s'enrichir, on peut échanger. Il y a des choses qu'on fait sans le savoir, hein, sans le savoir. Et parfois, rien que de pointer ou mettre une petite lumière, hein, le projecteur qui met la petite lumière, on y voit mieux, en fait. On gagne en lucidité, en clarté de vision et parfois, parfois ça peut donner des choses très heureuses au final. Tout simplement, on n'a pas besoin d'être les meilleurs dans tout. Non, mais faut déjà commencer quelque part. C'est comme on disait, le but c'est pas d'être parfait, on peut juste être excellent. C'est tout. Alors, je me réjouis de tirer tous les auditeurs vers l'excellence du langage. C'est ça. À la suite de notre prochain échange, Angelina. Merci beaucoup à toi. Au plaisir. Merci à toi. C'était vraiment un chouette exercice, je vais l'appeler comme ça. Et, oui. Enfin, moi, j'ai appris plein de choses et je me réjouis maintenant encore plus de notre future interaction avec les questions que moi, je vais pouvoir te poser. Et voir, essayer de mieux comprendre ta vision du langage et de sa place et comment on peut l'utiliser. Et je pense que ce sera un duo d'épisodes très très intéressant pour les coachs aussi qui veulent peut-être prendre conscience dans un premier temps et améliorer dans un deuxième temps cette facette de leurs compétences. Avec grand plaisir. Super. J'ai hâte. Le Mastermind Endurance, c'est pour les coachs prépa physique kiné qui souhaitent comprendre et programmer l'endurance pour leurs sportifs, athlètes, patients. C'est une formation qui est abordable pour tous, même sans connaissance au préalable. Balaye tout le panel des choses qu'on doit avoir, que ce soit d'un point de vue physique, psychologique, la gestion d'une entreprise aussi. Je fais le Mastermind en tant que coach, je ressors avec des bases très solides en endurance. Le fait d'essayer de synthétiser toute ma pensée autour de l'endurance sur 12 semaines de formation. Des concepts qui sont vraiment complexes
complexes, tu les simplifies extrêmement bien. Chaque chapitre est amené intelligemment. Je m'attendais pas à apprendre autant de choses en fait. Les retours qui ont été extrêmement positifs. Si tu cherches une formation sur l'endurance, c'est celle-là qu'il faut. Ça a vraiment rempli à 100% ce que j'attendais. Maintenant, je sais créer un programme d'endurance pour quelqu'un. Tout fait sens maintenant de comment vraiment bien organiser une programmation. J'ai confiance quand je donne des conseils aux gens maintenant. Il y a un groupe WhatsApp, il y a un groupe d'échange tous les dimanches soirs où on discute, où on se pose des questions, où on se challenge un petit peu. Si on avait des questions, on pouvait les poser sur le groupe et il y avait des réponses très rapides de ta part notamment. Quand tu discutes avec d'autres gens, c'est là en fait la formation elle prend son sens parce que lui il l'a compris d'une façon ou d'une autre. C'est l'aspect un peu communautaire qui est vachement cool d'avoir ce groupe là où on peut poser les questions. Avant de te quitter, je voulais t'en dire un petit peu plus sur le sponsor de ce podcast. All You Need Nutrition est une marque de compléments alimentaires de la plus haute qualité made in France. D'ailleurs, quand ils m'ont contacté au début, ma femme, qui est nutritionniste de formation, avait pas mal de questions sur les différentes composantes qu'ils utilisent. Alors on s'est fait un call de près de 2 heures avec Myriam, qui est à l'origine de toute la gamme All You Need. Après l'appel, ma femme était très contente de toutes les réponses que Myriam a pu lui apporter et était plus qu'heureuse de collaborer avec une marque de cette qualité. Et si ma femme dit oui à une marque de compléments alimentaires, moi, je suis les yeux fermés. Personnellement, j'adore leur whey que j'utilise après chaque entraînement en renfo ou alors dans mon yogourt le matin si je veux un peu plus de prot. Elle est pas trop sucrée et le goût cacao est top. En plus, elle se mélange vraiment bien. Leur produit One est génial si tu veux un léger coup de boost en plus de toutes les vitamines et les minéraux qu'il peut te manquer si tu t'entraînes sérieusement. Ma femme préfère prendre une seule dosette, moi j'en prends 2, alors assure-toi de trouver la dose qui te convient. Mention spéciale pour leur shaker qui est littéralement le meilleur shaker que j'ai utilisé ces 15 dernières années. Ça fait plus de 2 mois qu'on utilise leurs produits et on est vraiment très content de pouvoir travailler avec eux. Alors si tu veux soutenir ce podcast, clique le lien dans la description et découvre toute la gamme All You Need et utilise le code UPSIDE pour bénéficier de 10% de rabais sur ta prochaine commande. Merci et à bientôt pour le prochain épisode.